impec. Comme ça, je l'ai en parallèle. Et on va démarrer. Euh, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette présentation, donc je suis un peu perdu. Non. Il faut que je retrouve mes marques. C'est tout. Et je vais les retrouver vite. Ça sera bon. Ça roule. Bien. Je sais que il y a des gens qui sont par curiosité, qui ne savaient pas trop si vous voulez venir ou pas. J'ai déjà 14 participants, mais oui, ils sont tous. Ce n'est pas que vous, là, il y en a d'autres. Pourtant, je suis en galerie. Ok, tant mieux. Euh, Normalement. Ah oui, il y a plein de choses peut-être. Ça marche. Bien. C'est parti. C'est parti pour cette présentation que je vais vous partager. Alors, comment j'avais fait la dernière fois comme ça? Comme ça, là. Ah, je fais ça. Je vais partager ça. On peut partager ça. Voilà. Et maintenant, je mets ça. Pardon, Sophie, depuis que tu as partagé là-dessus, on t'entend pas très bien. Enfin, de mon côté, en tout cas. Ça devrait s'arranger. Il faut juste laisser le temps au partage de mettre en place. C'est peut-être parce que je me ramène aussi un petit peu. Mhm. Ouais, ça y est. OK. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y a au moins Laetitia que Ange a invité. Je pense qu'Ange a partagé beaucoup de choses, mais je vais revoir un peu les principes de loyauté familiale archaïque, celle qui se construit dans les drames non résolus par nos ancêtres, donc qu'on va vivre par la transmission de la mémoire cellulaire. C'est quelque chose qui a été identifié au niveau génétique, épigénétique exactement, depuis 2017, bien que récemment, Michel Simès nous a fait une superbe présentation en parlant des spermatozoïdes. Je ne comprends pas pourquoi il parle de spermatozoïdes, ça n'a pas de sens. Les spermatozoïdes, c'est les gènes, c'est pas que les spermatozoïdes, hein. Il y a les ovules aussi. C'est un petit peu machiste, cette façon de présenter, en tout cas patriarcal. Bref, non, on sait depuis au moins 2017, parce qu'il y a deux équipes qui l'avaient démontré, que les drames émotionnels vécus par les ancêtres ont modifié chez eux l'ARN, donc la clé de l'ADN, et que on va supporter directement en descendance ce qu'ils ont vécu. Alors bien sûr que nous, en TEFT, on va un petit peu plus loin, parce qu'on s'est aperçu depuis plus longtemps que ça, que c'est pas que nous sommes en direct qui nous transmettaient les choses, mais on va voir comment. Je vais vous présenter un petit peu le décodage de l'arbre aussi, pour que vous compreniez mieux comment ça se passe. Ce qui est important, c'est bien de retenir que cette loyauté familiale archaïque, elle vient de ce qu'ont vécu nos ancêtres et des blessures qu'on a vécues nous-mêmes avant 6 ans, ce que j'appelle les défaillances parentales, avec le fait qu'ils ne soient pas super performants dans leur rôle de parents. Et nous, on va vivre de 6 ans à aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous ayez, les, eh ben cette loyauté va nous faire vivre des choses pas confortables, puisqu'on va les vivre en loyauté à nos ancêtres et aux défaillances de nos parents. Donc, défaillances de nos parents, c'est de la thérapie familiale. On ne va pas en parler ce soir, on va se concentrer sur la partie X, les drames non résolus par les ancêtres, pour présenter un peu comment ça marche. Voilà. Euh, qu'est-ce que
Alors, on bascule tout de suite sur le monde préhistorique. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je le vois. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec les hommes préhistoriques. Si, si, ça existe encore, je vous jure. Mais il y a des besoins vitaux qu'on a enfant. Enfant, on a besoin de choses particulières de sa mère et de choses particulières de son père pour survivre. Et de ça depuis qu'on est homme. Et on est homme depuis environ 3 millions d'années, à partir du moment où on a commencé à honorer nos morts. D'accord? C'est là que les paléontologues ont estimé que quand une espèce animale commence à honorer ses morts, elle devient humaine et elle sort du règne du singe pour entrer dans le règne de l'humain. Bien sûr, c'est pas tout fait en même temps. Bien sûr, il y a des variations en permanence, il y a des nouveautés qu'on trouve sans arrêt. Bref, ça bouge un petit peu, mais on va rester sur des grands principes parce qu'on ne va pas mettre en question la paléontologie ce soir. Je ne suis pas paléontologue pour ça. J'utilise ce que j'ai eu quand j'ai monté le principe. Et bien sûr que c'est tout à remettre en question et que si vous avez des questions, ben, c'est parfait. Vos questions me plaisent parce que c'est elles qui vont rendre la soirée plus intéressante. Donc, de quoi est-ce qu'un bébé, un enfant a besoin de la part de sa mère? Vous le savez tous, vous qui êtes en formation TEFT, il a besoin d'amour. D'amour parce que c'est cet amour-là qui va lui assurer la nourriture et la chaleur de sa mère. Cet enfant, pardon, a besoin de son père de reconnaissance qui va lui assurer une protection du père, donc la place dans le clan et la sécurité. Et une fois qu'il a réussi à grandir, cet enfant, une fois qu'il est devenu adulte, là, il a besoin de protection du clan. Donc il doit vivre avec le clan et pour ça, il doit obéir aux règles du clan. Mais pour avoir la reconnaissance du père, il va obéir aux règles du père et pour avoir l'amour, obéir aux règles de la mère. Aux règles plus ou moins directes et indirectes, parce que tout n'est pas très écrit dans le marbre. Et depuis 3 millions d'années, on est en obligation vitale de loyauté au clan et à ses parents. Tout ça pour assurer la survie de l'espèce, parce que pour survivre, il faut qu'on vive en clan. On n'est pas équipé de carapace. On n'est pas équipé de défense, on n'est pas équipé de grandes canines et de griffes assez puissantes pour se défendre autrement que en vivant en clan. C'est pour ça qu'on est des êtres sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que plusieurs espèces du règne animal sont des espèces sociables, de façon à pouvoir mieux survivre dans ces conditions-là. L'humanité est âgée de 3 millions d'années environ. On ne va pas chipoter sur les chiffres, on est dans des ordres de grandeur. Et on peut vivre, nous, tout seuls, dans notre cabane au fond des bois, perdus dans la nature, en sécurité, c'est-à-dire sans se faire bouffer par des ours, par des meutes de loups ou attaqués par des brigands, depuis, si on est optimiste, environ 300 ans. D'accord? Soit un 10 millième du temps écoulé depuis que l'homme existe. Un 10 millième. Alors un 10 millième, c'est un chiffre, c'est bizarre. Mais si on réduit 3 millions d'années à un an, on prend 3 millions d'années, on les compresse sur un an, et un 10 millième de un an, ça fait combien? Eh bien, ça fait 52 minutes. 52 minutes sur un an. Ce qui veut dire que l'homme est soumis à la loyauté au clan, à la loyauté aux parents, pour survivre depuis 364 jours, 23 heures, 8 minutes. Ça fait seulement 52 minutes, donc il y a 300 ans, qu'on est en sécurité. Et 300 ans, je suis optimiste, hein. Certains diront 150, ce qui fait 2 fois moins, donc 25 minutes. Mais c'est plus facile à compter avec 303 millions. J'ai agrandi, optimisé pour rallonger la compréhension. Et tout ça, ces 52 minutes, on peut aussi les convertir, pardon, si on prend ces 3 millions d'années, qu'on les transforme en 10 mètres de longueur, ça fait 1 millimètre
sur 10 mètres qu'on est en sécurité. Donc, nos inconscients, vous qui commencez à toucher un petit peu la PNL, nos inconscients sont dans le même mode opératoire depuis 3 millions d'années. C'est pour ça qu'on réagit toujours de la même façon depuis 3 millions d'années et qu'on peut se permettre de dire on est programmé comme ça, notre programme humain, il est comme ça, donc il y a une certaine régularité dans les réactions des gens. Et c'est du coup ce qu'on va utiliser, c'est ces programmes-là pour les modifier et les améliorer. Donc nous, notre boulot en thérapie, c'est faire ça avec la PNL, mais on peut aussi aller voir ce que nos ancêtres ont subi, vécu et pas réglé, et du coup, remonter, entre guillemets, pour régler leurs problèmes. On est dans des problèmes qui présentent euh, X% du problème. Donc, qu'est-ce que c'est X? C'est une partie du problème qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi nos ancêtres nous transmettent ça? Et du coup, qu'est-ce qui va être la finalité de ce soir? C'est qu'est-ce qui va être intéressant dans faire de la généalogie, dans trouver mes ancêtres, trouver leurs histoires, bien qu'on ne connaisse pas l'histoire, on aura des dates qui vont nous permettre de réaliser ce qu'ils ont vécu. Alors, on a une petite précision quand même. Ce qu'ils ont vécu, c'est bien sûr nos ancêtres directs. Nos ancêtres directs nous ont transmis des choses. C'est évident que c'est pas eux qui sont morts jeunes, par exemple. Sinon, on ne serait pas là. En tout cas, on ne serait pas là, sauf ils ont conçu juste avant de mourir. Mais euh, ce que moi, je vais regarder dans une famille d'ancêtres, c'est ce que va vivre celui qui transmet. C'est-à-dire que le frère, au milieu des frères et sœurs qui sont morts, il va vivre la mort de ses frères et sœurs autour de lui. S'il est l'aîné, il les verra tous mourir. S'il arrive petit dernier, que tout le monde est mort avant lui, il va vivre la mort de ses frères et sœurs à travers la douleur que ses parents portent. D'accord? Et donc, ses parents risquent, pas toujours le cas, mais ses parents risquent d'être défaillants, de ne pas l'aimer, de ne pas le considérer, parce que ils ont tellement l'habitude que les enfants meurent que quelque part, lui aussi va y passer, donc on s'attache pas trop. Et c'est ce qui va créer le drame chez cet enfant-là. Donc, qu'on soit l'aîné qui voit mourir les autres, qui voit se décomposer nos parents au fur et à mesure, ou le petit dernier, ou celui du milieu, on va être touché par la mort de nos frères et sœurs, et encore plus, j'ai envie de dire, par la mort de nos parents trop jeunes. Trop jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu nous éduquer assez vieux. Et c'est ça qu'on va chercher en généalogie, c'est les drames, c'est ceux qu'on peut repérer en généalogie, c'est les drames des enfants morts trop jeunes ou des parents morts trop jeunes. Tout le reste, tout ce qu'ils ont vécu en termes de, 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 de n'importe quoi d'autre, j'ai envie de dire comme ça, je suis très exhaustif. Tout ce qu'ils ont vécu ne nous intéresse pas. Nous intéresse pas parce que nous, ce qui va nous faire réagir le plus fort inconsciemment, c'est tout ce qui a trait à la survie de l'espèce. Et parce que moi, ancêtre, j'ai raté quelque chose, je vais transmettre à mon descendant, euh, de par mon comportement défaillant, le drame que j'ai vécu. Et mon descendant va le transmettre à ses propres descendants parce que lui va être euh, euh, habité, on peut dire habité, non, il va être vide de toutes les défaillances que j'ai moi. Je ne lui ai pas transmis assez de ressources, donc il va être vide, donc il va vivre sa vie un peu pourrie. C'est le principe. Et nous, on va chercher la généalogie pour régler ça. Là, je suis en train d'expliquer sur ce PowerPoint euh, comment c'est transmis. Comment, selon moi, c'est transmis. Et euh, j'ai validé ça, j'ai validé cette idée de Hans-Lin Schutzenberger et de Salomon Selam, que on portait les drames de nos ancêtres, ça c'est Hans-Lin, et que ça pouvait se transmettre par les dates, ça c'est Salomon Selam, avec l'idée de, il y a des liens de dates. Donc j'ai exploré, développé ces liens de dates, et on va voir ce soir quels sont les liens de date et comment on peut trouver ces fameuses dates pour savoir exactement quels ancêtres travaillaient et travailler précisément les familles dont on porte, nous, l'histoire. Toute la généalogie qu'on va apprendre à faire sur ces 6 modules de formation,
C'est uniquement pour avoir les dates les plus précises possibles, pour travailler le mieux possible, bien que dans la formation TEFT au niveau 3, vous apprendrez à travailler sans, les, sans arbre généalogique. Et après la formation TEFT, il y aura une petite, non, un petit module. Non, c'est pas un petit module. Il y aura une partie formation en constellation ancestro-familiale, comme je les appelle et comme je les pratique. Là, on est très très loin de ce petit dessin de comment c'est transmis. OK. Tout ce qui est vivant suit un cycle. D'accord? Le, la Terre qui tourne autour du Soleil, elle a des saisons. On n'a pas de problème. Les lunes autour de la Terre, elles ont aussi, enfin les lunes, la Lune, il n'y en a qu'une, autour de la Terre, elle a aussi des positions et des faces qu'elle nous montre à différents rythmes qui sont réguliers. Mais aussi le cycle menstruel chez la femme, avec une phase féconde entre le 9e et le 15e jour en moyenne, sur un cycle de 28 jours en moyenne. D'accord? Et on va avoir dans la cellule même, la cellule de notre corps vivant, des stades de croissance, des stades de réplication, des stades de préparation de la mitose et des stades de division cellulaire avant la mort. C'est tout ce qui est vivant suit un cycle. C'est facile. Donc nous, on est entièrement vivant dans un cycle et du coup, ma souris mal placée, voilà. Du coup, on a, nous, êtres humains, créé des calendriers. Le premier, c'est 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est celui des Mayas. Non, c'est celui des... Je sais plus qui. Hein, j'ai pas mis le nom. C'est parce que je crois que j'avais pas trouvé qui c'était. Bref, qui nous permettait, quand on est passé du stade de chasseur-cueilleur à éleveur, qui nous a permis de se repérer dans le cycle naturel pour planter au bon moment, pour apprendre à apprivoiser tout ce qu'on allait planter. Donc, on a créé le premier calendrier, nous, êtres humains, j'entends, pour se repérer. Après, les Mayas, 900 ans avant Jésus-Christ, c'est pas vieux le calendrier, hein, c'est pas vieux, relativement pas vieux par rapport à l'humanité, mais quand même, ça fait 2925 ans. Il y a le calendrier Maya, c'est celui qui avait prévu la fin du monde en 2012. En tout cas, c'était peut-être la fin d'un cycle, je ne sais pas. Et puis 753 ans avant Jésus-Christ, il y a le calendrier romain qui nous pilote à nous, alors nous, Européens de l'Ouest, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ceux à qui je parle ce soir. Et 45 ans avant Jésus-Christ, il y a notre calendrier julien. C'est celui qu'on suit encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que depuis 2025 plus 45, 2070 ans, ouais, c'est ça, on a un 1er juillet, et puis un 4 décembre, et puis etc., qui se répètent depuis 2070 ans. Ça se répète. Et tout le monde connaît ce calendrier parce que pour se mettre d'accord, il y a même des pays qui n'étaient pas dans ce calendrier-là, qui ont été contraints au fur et à mesure de venir suivre ce calendrier-là, parce que c'était le seul moyen de commercer, vraiment d'avoir des échanges avec les autres. On ne pouvait pas dire le 4 juillet si l'autre nous parlait du 22, comment il s'appelait? Euh, Nivose. Oui, parce que le 22 Nivose, c'était pendant la Révolution. On a eu une petite phase en France où on a fait des essais pour simplifier le calendrier, puis on est revenu à des calendriers voilà, naturels. Avec 12 mois, avec des durées de jours différentes, parce que la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, 25. Donc tous les 4 ans, on a besoin de rajouter un jour au calendrier. Bref, ces dates qu'on connaît, elles reviennent tous les ans depuis 2000 ans. Les dates, c'est des émotions, bien sûr. À une date, il y a une émotion. Quand mon enfant naît, je retiens la date à laquelle il va naître. OK, normal. Mais quand il décède aussi. OK, quand je me marie, quand un prénom, ça se fête, quand j'ai un accident, quand il y a un diplôme, quand je réussis un truc, quand j'ai un échec ou une intense frayeur, c'est des dates qui vont impacter, imprimer. Ah, bah tiens, l'ARN. L'ARN qui va imprimer mon ADN, qui va transmettre cette histoire-là. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est grâce, dans ma lecture de l'arbre généalogique, à ces dates. Le mieux, c'est
Un exemple. En 2011, je travaille dans un cabinet à Genève, où je vais une fois tous les 15 jours. Et je reçois Elsa qui a 18 ans avec sa mère. Elle a un syndrome de Raynaud. Donc, c'est le syndrome qui fait que vous gardez les mains froides en permanence. D'accord? Ce syndrome de Raynaud, en décodage biologique, il se traduit par je dois rester au contact permanent avec les morts. C'est l'hypothèse du décodage biologique. Si mes extrémités sont froides, c'est pour rester au contact avec les morts. Pourquoi? Parce que mes mains, elles touchent, c'est le contact. Mes extrémités, c'est aussi mes pieds, et les ancêtres, ils sont enterrés majoritairement, d'accord? Donc, ils sont au sol, donc mes pieds. Pourquoi je dois honorer leur mémoire? Ben, parce que c'est important si je vais être loyal au clan, d'accord? J'ai indiqué que Elsa, elle est de type gisante. Ça, c'est le nom que porte, que donne Salomon Selam à certaines personnes qui s'habillent, se comportent euh, comme des gens qui vivent dans la mort ou à travers la mort ou avec la mort. D'accord? Être gisant, c'est porter l'histoire de quelqu'un qui est mort avant moi, je suis là pour le remplacer. Donc j'ai deux indices avec Elsa, le syndrome de Raynaud, où elle doit rester au contact avec les morts, et le type gisante, donc il y a de bonnes chances que les deux indices aillent dans le même sens au final. Je vais travailler avec Elsa, je vais travailler sur son histoire à elle, elle a 18 ans, donc elle a déjà une histoire émotionnelle, je vais vérifier et trouver qu'effectivement, vers 10 ans, je crois, elle perd une petite copine, enfin une petite copine. Non, elle perd sa sœur de cœur, qui était sa voisine avec qui elle grandit depuis l'âge de 2 ans, qui va prendre un bus un jour en voyage scolaire, bus qui va se faire écraser par un train, elle va mourir dedans, et Elsa, ce jour-là, elle est malade, elle ne prendra pas le bus pour faire son voyage scolaire, donc elle va vivre, contrairement à sa copine. Donc on fait faire le deuil à Elsa de cette copine. Je vais travailler avec Elsa pour faire le deuil de cette petite fille, faire exprimer ce qu'elle a fait exprimer, bien sûr. Et quand elle revient, eh ben, ses mains et ses pieds ont commencé déjà à évoluer un petit peu. Alors, je lui fais noter sur 20 pour qu'on ait un petit repère. Ses mains et ses pieds sont notés en chaleur sur 20. Elle est venue à 0, elle est arrivée à 0. On doit attendre 20, bien sûr. 20 sur 20. Et elle a déjà récupéré un petit peu. C'est du 6 et 8 sur 20, je crois, de mémoire. Avec ce petit deuil sur cette petite sœur importante. Bref, je lui présente le travail. Enfin, je lui demande de faire son arbre et elle me ramène son arbre. Alors, c'est pas celui-là, puisque son arbre, à elle, était un peu plus biscornu, biscornu, pardon. Je l'ai rentré, j'ai demandé à Elsa, bien sûr, si je pouvais utiliser son arbre. J'ai gardé que les prénoms, j'ai viré tous les noms de famille. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des noms de famille inventés. Mais les dates, elles, sont réelles. Et vous allez voir que même il en manque. Donc, les dates. Pourquoi les dates? Parce que ça me permet de repérer des choses très précisément. Elsa se fête le 17 novembre. C'est la fête du prénom Elsa depuis 2000 ans, depuis qu'il y a des saints. D'accord? Petit à petit, au cours des années, il y a des personnes qui ont été sanctifiées et les saints sont rentrés dans les dates. Il y a 365 dates, 366, un an sur quatre. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 prénoms, ce qui sous-tend que, alors, prénoms, 10 000, on relativise tout ça, parce qu'il y en a pas mal de récents. Il n'y en a pas 10 000 de récents, hein, c'est pas vrai. Mais il y en a beaucoup de récents quand même. Et ces récents se sont greffés, sont des dérivés des anciens. Et à chaque date correspond plusieurs prénoms. D'accord? Euh, Celle que je connais mieux, la Saint-Christophe, elle est au calendrier des PTT, comme on disait à l'époque. Elle est au calendrier, mais à cette date-là, il y a, je crois, 6 ou 8 prénoms de base différents avec tous leurs dérivés. Donc, il n'y a pas que Christophe ce jour-là, le 21 août, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui veulent me faire un cadeau. Et il n'y a pas que Christophe le 21 août, il y en a plein derrière. Et je crois que de mémoire, il y en a 25 sur ce qu'on peut voir sur Wikipédia. Peu importe. Le 21 août, c'est la Saint-Christophe, plus tous les autres qui ont cette fête-là le 21 août aussi, parce qu'il n'y a pas que moi.
D'accord? Sur le calendrier, on n'aura que 365 fêtes, moins tous les jours fériés nationaux, etc., etc. Bref, les 10 000 sont placés dans ce calendrier et il suffit de les connaître, pas les apprendre par cœur, j'y suis même pas arrivé, mais d'en connaître un petit peu, d'avoir le moyen de le retrouver facilement pour faire ça. Donc Elsa, elle, c'est le 17 novembre et ça, c'est fixé. Il y a eu un petit remaniement en 1969. Le clergé, le pape ou je ne sais pas qui a décidé de changer un petit peu des choses. Donc il y a des dates de fête qui ont changé. Mais on peut considérer, on peut retrouver ça, on peut parfaitement utiliser ces anciennes fêtes, ces nouvelles fêtes pour gérer ces dates-là. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'Elsa, elle est née le 15 janvier et que, comme sa gestation a duré 39 semaines d'aménorrhée, ça fait 9 mois, quelques jours près. On a dans notre inconscient d'être humain l'idée que si on est le 15 janvier pour Elsa, eh ben on est conçu 9 mois avant. Logique. Donc, reculer de 9 mois à partir du 15 janvier, on arrivera au 15 avril de l'année d'avant. Mathématiquement, c'est plus simple de rajouter 3 mois pour arriver au 15 avril, hein. Plus 3, c'est plus facile que moins 9. Et c'est la même chose puisqu'on est sur une base annuelle de 12 mois. Donc Elsa, elle a 3 dates, le 17 novembre, le 15 janvier sa naissance et le 15 avril sa conception. Sa mère est à côté, elle m'a bien confirmé qu'elle n'était pas née en avance, donc ça roule. Et maintenant, je vais stabiloter avec les mêmes couleurs que j'ai choisies. Alors, c'est ça qui est un peu, c'est la présentation qui veut ça. Toutes les dates de tous ces ancêtres. Ça, c'est l'arbre qu'elle m'a amené. D'accord? Il y a une chose qu'il faut remarquer dans cet arbre-là, c'est que j'ai une information importante sur laquelle elles ont incité toutes les deux. Là, je vais vous présenter l'arbre. Elsa, son père Pierre Roger, c'est ses deux prénoms. Elsa n'en a qu'un, hein. Elsa n'a qu'un prénom, Pierre Roger en a deux. Pierre Roger, il a un père, Jean-François Léon, et il a une mère, Monique Marie-Louise. D'accord? Monique Marie-Louise a un père, Edmond Bess, et une mère, Élie Viatou. Edmond, on me donne l'information, bon, il est le 15 décembre 99, mais ça, c'est pas un problème, qui s'est engagé dans la lésion ou qu'il a disparu après la naissance de Monique, parce qu'il a été révélé qu'il abusait de sa fille Josette. Ouais, ouais, il abusait de sa fille Josette. Alors, ce Roger-là, en 99, vous vous rendez bien compte qu'il y a une date, il y a une erreur de saisie, hein. On ne peut pas être en 99 et en 1925. Ils n'ont pas 25 ans d'écart. Roger, c'est une copie 99. Je me suis trompé dans les dates. Bref, on sait qu'Edmond abuse de Josette. C'est le grand drame de la famille que tout le monde connaît. Or, Elsa ne porte aucune des dates de Roger, de Edmond. J'y arrive. Elle ne porte aucune des dates de Josette. Elle ne porte aucune des dates de Ellie. Pour moi, Elsa n'est pas là pour réparer le drame que Edmond a créé dans cette famille. D'accord? C'est pas son business. D'accord? Par contre, si je prends. Ah mince, je réfléchis à rien. Si je prends ici et je compare les autres dates, je tombe sur Jean-François Léon, donc le frère du père de Pierre Roger. Lui est né le 22 avril 1923. Le 22 avril, c'est à 7 jours du 15 avril d'Elsa. Ok. Il est décédé le 22 mai de la même année. Il a vécu 4 semaines. Grand drame pour Constant et Marcel. C'est évident. Donc, je n'ai pas les dates de Constant, j'ai celles de Marcel. Mais grand drame. Tellement grand drame qu'en 1924, le 17 novembre, ah, tiens, ça correspond encore à Elsa, ils vont refaire un Jean-François Léon. Ouais, c'est assez courant à l'époque. Je perds un Jean-François Léon, je refais un Jean-François Léon et j'espère le réparer. Pourquoi? Eh bien, c'est de là que viennent les gisants. Nous, ça arrive encore dans nos générations aujourd'hui, hein, vous ne l'aurez pas. C'était très courant avant, mais ça arrive encore aujourd'hui. Quand nous perdons un enfant, c'est tellement douloureux pour nous que notre inconscient en refait un autre en remplacement. Donc le Jean-François Léon de 1924, c'est le remplaçant du Jean-François Léon de 1923. Et c'est comme ça.
Donc, ce Jean-François Léon Dupont, il est le gisant de son grand frère qui est mort l'année d'avant. C'est l'exemple typique. Et du coup, quand je parle de gisant, alors vous pouvez me poser enfin, si vous êtes en ligne avec moi, ouvrez votre micro, posez-moi des questions, interrompez-moi, pas de souci. Je ne vais pas voir vos questions sur Facebook, par contre. Non, je ne verrai pas, c'est pas la peine. Euh, Christophe, Oui. oui, Ah, pardon. j'ai une question. ouais, Moi Céline. aussi. Vas-y, fais d'abord Céline. Euh, ou pas. du coup, je reviens du coup juste sur les dates de conception. Ouais, Quand tu demandes quand même au consultant si, s'il était prématuré ou pas pour la date de bien conception, parce sûr. que du coup, la date de conception n'est pas la même s'il y a Ouais, un prématuré. ouais. Ça, on le verra dans le niveau 3 dans le décodage de l'arbre. Hmm. Mais là, pour l'instant, on va chercher les dates officielles des actes. D'accord. On peut, sur les archives généalogiques, on peut avoir que les dates officielles, de toute façon. Oui, tout à fait. Donc, Oui, on va se oui. contenter. Mais avec ça, on ira creuser plus loin. Et globalement, il n'y a que le consultant né en avance qui est intéressé par sa vraie date de conception, la date de conception réelle, on va l'appeler. D'accord? Hmm. Parce qu'il n'y a que lui, que chez lui qu'on peut le savoir d'abord, et qu'il n'y a que chez lui que ça va changer quelque chose. C'est-à-dire que il a été Ah, conçu pour naître tel jour, il est né en avance ou en retard pour éviter cette date-là, Voilà. Hmm. d'accord? Et nous, on saura. Hmm. Mais ça le concerne lui et ça nous intéresse, nous, autour de lui. Que ce soit ses enfants, ses parents qui ne soient pas nés à la bonne date, bah, ça On concerne s'en ses fout. Ah parents oui, et ça, c'est pas oui. lui qui nous intéresse. Ouais, ouais. OK? Ça, bah oui, puis ça, en plus, on peut pas le savoir. C'était On ne vraiment peut pas le pour le savoir. consultant, il faut Alors, connaître sa date de conception s'il était prématuré, quoi. voilà. Mais il y a des mères que je reçois en séance qui vont me donner la date de conception réelle de leurs enfants. Mm. Savent qu'elles l'ont conçu le jour Mm. du bal, le 14 juillet, d'accord? Et pourtant, eh ben, il n'est pas tant né le 14 avril, il est né le 10, quoi, je vais dire n'importe quoi, 10 mars. Voilà, il est né en avance. Mais ça, elles le savent. Et pour autant, nous, Mm. on ne va pas le considérer parce que tant que ce n'est pas la personne qui fait son arbre, Voilà. Mm. ça ne nous intéresse pas. d'accord. Ok. Delphine? Merci, Christophe. Alors attends, est-ce que tu peux juste remettre la Ça, capture l'écran, s'il te plaît? C'était capture pour l'histoire d'écran. du Alors, gisant. tom, Parce tom, que tom. j'ai fait une capture à imprimer, mais là, bon. Euh, c'est ça que tu veux? Oui, ce que tu montrais là sur l'arbre Merde. de d'Elsa. Sur l'arbre d'Elsa. Merde, Oui, attends, oui. attends, 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 hop, hop, hop. Voilà, sur Delza. Voilà. Voilà, l'air déjà, tu disais donc que Jean-François Léon, donc il est mort à 4 semaines, ok, Ouais, et que son frère derrière, bah, qui s'appelle en plus encore Jean-François Léon, ça a été un enfant de remplacement. ouais. Mais Mais c'est ça, pas tu en le termes de dis, date. c'est pas en termes de date, c'est en termes de prénom et Exactement. parce qu'il est mort après un enfant, c'est ça? Alors Et elle, non, elle porte il est comme né lui le après un 17. enfant mort. Ok. Est-ce que je peux poser une question personnelle ou c'est pas le moment? Oui, Non, mais tu me bien dis, sûr. c'est. Ouais, ouais. Ça sert à ça de partager, de partir en direct, hein. Alors, moi, je suis née à 2 jours près. Je suis née le Ouais, 25 janvier. La sœur de ma mère est née le 27 janvier. Donc, on ouais. a 2 jours de différence. Sauf que cette tante, elle est morte, elle avait 6 mois, parce qu'elle est morte le 16 août. Et Oh, ma grand-mère était enceinte de ma maman. oh. Et elle portait ma mère, quoi. Elle avait ma mère dans le ventre quand elle a perdu la petite Mireille. Ok. Et Donc, donc, tu en déduis quoi? et ben, j'ai fait un travail un peu dessus, déjà pour aller contacter ça. Ben, j'ai l'impression d'être un peu la gisante de Mireille. Eh ben, totalement. Tu as Voilà. la même date à 2 jours près. En fait, vous allez voir, Voilà. je vais considérer les dates comme identiques, entre guillemets, quand elles ont à plus ou moins 7 jours. On verra en formation pourquoi 7, pourquoi pas 5 ou pourquoi pas 10. Mais dans les plus ou moins 7 jours, c'est les mêmes dates. Donc là, toi, à 2 jours, oui, Mm. voilà, c'est évident que tu portes l'histoire de Mireille. Tu es donc la gisante de Mireille. OK? Et, et la gisante de Mireille va faire que dans ta vie à toi, tu vas devoir vivre à sa place. Qu'est-ce que c'est vivre à sa place? Ben ça, on va euh, exprimer tous différemment les choses. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut surtout s'en débarrasser. Et l'objectif de s'en débarrasser, enfin, pour s'en débarrasser, tu as dû avoir la date de Mireille,
parce que sans date, tu n'aurais jamais su, d'accord? Et les dates vont nous permettre de certifier que, OK, tu es bien gisante, donc on peut faire un travail pour te débarrasser. On ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on peut être le gisant de tout le monde, en fait. On va passer une date à un moment statistique, pas dans la formation là, mais dans la formation test au niveau 3, pour vous expliquer, côté statistique, ce qu'on peut trouver. C'est très important euh, parce que statistiquement, il y a des gens qui disent oui, c'est n'importe quoi vos histoires de date, parce que ben, voilà, mathématiquement, bien sûr qu'on est en lien avec tout le monde. Oui, mais, mais il y a d'autres démonstrations qu'on peut faire qui disent que ouais, non, on n'est pas dans la statistique, là on est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel, donc on va regarder l'exceptionnel. Valérie, Oui, tu parlais, je sais que tu as dit que tu allais en parler après, mais je pose la question parce qu'il y a quand même un élément qui peut être intéressant. Tu parles des 7 jours avant ou après, ouais, avec le lien qu'on peut avoir avec les ancêtres. ouais, Et quand on a 8 jours, eh ben, ça compte pas. ça compte pas Alors, du tout. non, tu verras en formation pourquoi. Et tu verras que si tu as 8 jours avec un ancêtre, il y a d'autres choses avec lesquelles tu es en lien. Ça, c'est pour la formation niveau 3 et c'est pas là aujourd'hui d'en découvrir ses ancêtres. D'accord? Chaque chose en son temps, il faut d'abord avoir tous ses ancêtres, donc savoir comment chercher. Mais là, je vous titille sur le putain, si j'ai pas les dates, si je sais pas comment trouver, ben je peux pas faire les liens en fait. C'est ça le truc. Alors que globalement, si le pays dans lequel sont nés vos ancêtres a des archives, il n'y a pas de problème, on peut tout trouver. Là, on va juste voir comment, où et quoi chercher. Je continue le partage, sauf si vous avez des questions, vous continuez à m'interrompre. Ça marche quand même. C'est pas le Word, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je dois partager. Ok. Clic, 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 tout le monde se remet en place, ça, c'est cool. Bien. Alors, on en parlait tout à l'heure, enfin j'en parlais juste avant. Pierre a Monique, on a Roger avec la date de naissance qui est fausse, d'accord? Je ne sais pas quand il est né, j'ai pas corrigé, j'ai pas regardé, peu importe. Moi, ce que je vois, enfin, c'est l'année qui est fausse, hein, c'est pas le. Euh, Ce que je vois, c'est que Roger, il est mort le 16 avril, à un jour du 15 avril d'Elsa. Donc, Elsa porte l'histoire de Roger. OK. Ça, c'est ce que j'appelle des dates statistiques, ou alors pas, j'en sais rien en fait. Peut-être que si, il y a peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, cette date, elle est un jour, donc je la stabilote aussi. Par contre, vous vous rendez bien compte que statistiquement, si j'ai 3 fois 2 fois 7 jours, plus ou moins 7 jours, donc 14 jours. 3 fois 14 jours, parce qu'il y a le 17 novembre, le 15 janvier, le 15 avril. J'ai 3 fois 14, 30, 40, attends, il y a 12, 42 jours de possibilité de lien sur 365. Ça fait un certain pourcentage. Et là, il n'y a que 3 dates. Imaginez juste Jean-François Léon. Jean, il y a 2 dates à sa fête. François, il y a 2 dates à sa fête. Léon, il y a une date. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 plages. 8 fois 14, c'est énorme. Donc on va dire, bah, lui, statistiquement, il est en lien avec un max de monde. Eh ben non. Et c'est ça qui est top, c'est que non, il n'est pas forcément en lien avec un certain nombre de gens. Il est en lien avec ceux dont son clan l'a désigné pour être en lien. On va voir ça après. Donc là, sur cette tranche-là, il apparaît Anne-Marie-Louise Pézet, en bleu là, le 20 octobre. Elle est, alors j'ai mal stabilité, pardon. Anne-Marie, née le 20 octobre, elle est conçue le 20 janvier, j'aurais dû stabiloter là, la date de conception. On est d'accord, voilà, c'est une erreur encore de ma part, puisque j'ai mis des choses au clair qui ne sont pas claires. Bref, c'est un vieil arbre que j'ai remonté. Mais peu importe, le principe, il est là. Ce qui est intéressant, c'est que cette Anne-Marie Pézet, c'est l'aînée d'une fratrie qu'on ne voit pas encore, qu'on va voir quand j'aurai cliqué, si ça veut cliquer. Voilà. Il y a les 2 sœurs d'Anne-Marie et après il y a Jean-Pierre. Donc ça, Jean-Pierre, c'est le père d'Élisabeth qui est la mère d'Elsa. J'ai retransféré Elsa de ce côté parce que Elsa a un grand frère Brice, c'est la petite sœur. Ils ont une mère, Élisabeth Pézet, qui a un père, Jean-Pierre Victor, c'est le grand-père d'Elsa. Et Jean-Pierre, c'est le deuxième frère de celle qu'on a vue la page d'avant.
Et donc là, il y a Jeanne Colette, Juliette Madeleine, Paul Maurice, Odile Thérèse Madeleine, Paul Maurice, Monique, François Joseph, et il y en a encore deux autres qui sont là. Bref, il y avait 10 enfants. Jean-Pierre, il est vivant. Elsa, elle connaît Jean-Pierre. D'accord? Et quand Elisabeth, pardon, quand à la session d'avant, j'ai demandé à Elisabeth et Elsa de construire l'arbre généalogique, Elisabeth, naturellement, est allée voir son père. Et son père lui a dit, eh ben, en fait, regardez là, un, deux vivantes. Elle est morte en 2010, 81 ans. Trois vivants, quatre vivants, cinq vivants, six vivants, et les autres sont morts. Donc, 6 vivants sur 12 enfants. Elisabeth ne savait pas qu'elle avait perdu un, 2, 3, 4, 5, 6 oncles et tantes. Jean-Pierre n'en avait jamais parlé. Elles ont récupéré les dates qu'elles pouvaient récupérer, parce que c'était que de l'oral, on n'a pas pu faire de généalogie, comme je vais vous apprendre à faire, sinon elles auraient fait d'autres choses. Et j'ai regardé ces dates-là. Jeanne Colette est morte le 24 avril. Du 15 avril, ça fait 7 jours, je stabilote. Juliette Madeleine, sa remplaçante, celle qui vient après, qui était née en décembre 34, donc après elle, est morte le 14 avril 35, à 4 mois. Elsa porte encore ça. Paul Maurice, il est né en juin 36, il est mort à 12 mois, parce qu'en juin et juin 37, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né exactement, mais c'est environ 12 mois. Odile Thérèse Madeleine, elle va vivre, youpi. Mais comme du côté de son père, enfin le père d'Elsa, les deux parents, Pierre et Charlotte, vont faire un deuxième Paul Maurice pour remplacer le premier. Mais un Paul Maurice génial. Un Paul Maurice qui va naître le 21 avril, comme ça. Il remplace le 22 avril ici, le 14 avril là. Il est top, lui. Plus le Paul Maurice. Bingo, il a gagné sur toute la ligne. Sauf que lui, ben, il va vivre 17 mois. Et ça, c'est les dates d'Elsa. Donc Elsa porte l'histoire de Jeanne Colette, porte l'histoire de Juliette, pas l'histoire du Paul Maurice, parce que même si on a une date en juin, une conception en septembre, ça ne correspondra pas à Elsa. Par contre, elle porte l'histoire du Paul Maurice, qui était déjà là pour remplacer les trois premiers. Et j'ai pas pu avoir les infos sur Marie-Noël et Bernard, mais a priori, elles apportent pas de leur histoire. Par contre, il y a encore deux enfants morts à 5 mois à la fin. Merde. Et Elsa porte l'histoire de Pierre-Édouard Pézé, le père qui perd 6 enfants sur 12, puisque lui, né le 22 août, il est conçu le 22 novembre. Et c'est encore dans les 7 jours par rapport à la date de fête d'Elsa. Elsa porte aussi la Sainte Constance de la grand-mère, qui se fête le 8 avril, pour elle le 15. Donc Elsa porte l'histoire du grand-père, la grand-mère qui perd 6 enfants sur 12 du côté de sa mère. Et Elsa porte l'histoire de son grand-père Jean-François Léon, qui est un gisant de son grand frère. D'accord? Ça, c'est la page d'avant. Donc Elsa porte l'histoire de 8 de ses ancêtres qui ont une histoire dramatique. Celle de Jean-François Léon, il meurt, c'est dramatique, mais celui du remplaçant, eh ben, je lui ai posé la question. Quand j'ai vu que c'était le même prénom, je lui ai posé la question, mais ce Jean-François Léon, là, ton grand-père, tu le connais? Oui, ben, je le connais. Et je suppose qu'il n'est pas très vivant, plutôt discret, plutôt habillé en noir, plutôt silencieux, plutôt... Elle me dit, c'est exactement ça, on dirait qu'il est mort. Il passe sa journée dans son fauteuil au bout de la table, sans dire un mot, sans bouger. On ne sait même pas s'il respire. Donc, elle vient confirmer que son grand-père est bien un gisant, puisqu'il est, il a un comportement qui rappelle la mort. Alors, bien sûr, on est en 2011, il a 90 ans, ce grand-père, il ne faut pas oublier non plus, enfin presque 90 ans. Et du coup, je pose la question à Elisabeth, elle le connaît depuis 18 ans, et, hein, d'accord, elle avait 50 ans, et elle me dit non, non, Jean-François, il a toujours été pareil, silencieux, pas un mot plus haut que l'autre, il ne bouge pas, il fait rien, pas de sport, pas d'activité, reste enfermé dans sa maison tous les jours. Bon, une vie super agréable, du coup, pour lui, et pour les autres autour de lui. Je regarde là du côté, donc ça c'est la mer. Pardon, je vais vous refaire le trait là.
Élisabeth, là, il y a un trait qui part du côté de son père, Jean-Pierre Victor, et une partie du trait qui part du côté de sa mère, de l'autre côté. La Tulle, Marie-Joséphine. 11 juillet, 11 octobre, pas de lien avec Elsa. Jean-Joseph, 18 novembre, un lien avec Elsa. Donc Elsa porte l'histoire de Jean-Joseph. Marie-Joséphine est née en 31, son frère en 33, Maurice en 37. 31-33, il y a 2 ans. Logique. 33-37, il y a 4 ans. Alors, quand il y a un écart de 4 ans comme ça, que là, il n'y en a que 2, on se pose des questions. D'autant plus que sa mère est née en 1907. Elle a eu Marie-Joséphine en 1931. Elle a 24 ans. D'accord? Elle est jeune. S'ils se sont mariés à 20 ans, il y a 4 ans pour faire des enfants. S'ils se sont mariés juste avant 1931, on va dire en 1930, Marie-Joséphine est conçue tout de suite, c'est la première sœur. Mais là, sans avoir la date du mariage, eh ben, j'ai un doute, puisqu'elles apportent l'histoire de Jean-Joseph, il y a potentiellement quelque chose que je zappe. Et si il y a un enfant entre François et Maurice, que je vais pouvoir trouver avec mes recherches généalogiques, ce sera peut-être un enfant dont elles apportent l'histoire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la certitude qu'il n'y a pas d'autres enfants, qu'on n'a pas d'autres dates à comparer, parce que le fait qu'elles portent l'histoire de Jean-Joseph nous donne peut-être un signe sur autre chose derrière. On n'aura pas. En tout cas, moi, dans cette séance-là, avec Elsa, je n'aurais pas besoin de travailler ça, puisque ça va se faire tout seul. En 5 séances au total, y compris la séance de la fin où on dit ouais, tout va bien, Elsa, elle a des mains et des pieds normaux en termes de température. C'est-à-dire qu'elle les cote à 18 et 17 sur 20. 5 séances. 5 séances à 2 semaines d'intervalle, hein. Elle est maquillée en couleur parce que oui, elle était maquillée en noir. Quand je dis au début elle est de type gisante, c'est qu'elle était maquillée en noir, ses cheveux teints en noir, elle était habillée en noir. Et je vous jure que je ne l'ai pas entendu assez intelligiblement pour pas avoir besoin de temps d'oreille avant la 5e séance. Elle parlait vraiment tout doucement, mais très, très, très. Moi, je fais plus de bruit avec ma grosse voix, mais elle, c'était vraiment. Pardon? Et du coup, elle demandait à sa mère de traduire parce qu'elle m'entendait, je l'entendais pas. Bref, c'était hallucinant. Et donc, quand elle arrive à la 5e séance, qu'elle est habillée en couleur, qu'elle est revenue à la teinte naturelle de ses cheveux, qu'elle est maquillée en couleur, je te pose des questions. Alors, comment ça va? Bon, ça va, je sais pas. Ah bah si, je suis sorti le week-end dernier avec des nouveaux amis. Là, c'est ce que j'ai mis. Donc, elle est revenue dans le social. Merde. Ah, bon, ça. Elle est revenue dans le social. Habillée dans le blanc, oui, j'ai acheté d'autres fringues parce que le noir, ça me saoule. Enfin, c'est bon, j'ai passé à autre chose. Et pour elle, c'est naturel. Elle réagit pas. Elle n'a pas tilté qu'elle a changé. D'accord? Et tes cheveux, là, ouais, ben, c'est pareil. J'en ai marre du noir. Je suis revenu à ma couleur naturelle. C'est bien mieux. Ok. Et le maquillage, là, parce que quand même, tu as un eyeliner vert, ça change. Elle me dit, ben non, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Et sa mère la regarde en disant, mais tu te fous de moi, là. Je t'ai vu l'acheter là, le week-end dernier, et tu n'en avais jamais d'autres. Et là, elle a réfléchi, elle dit, ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas d'autres. Puis c'est vrai que je l'ai acheté là il y a une semaine. Mais je ne m'étais même pas rendu compte. Elle avait zappé complètement qu'elle avait totalement changé son look. En fait, elle était revenue dans la vie puisque on a fait quoi dans la séance? On a fait travailler Elsa, c'est ce que je vais mettre là. Donc, la première option qu'on peut utiliser en TEFT, on a un arbre généalogique et on est au cabinet. On va chercher les dates communes avec ses ancêtres à plus ou moins 7 jours. Voilà. Voilà. Ensuite, on va chercher les drames de type survie de l'espèce, donc des décès d'enfants jeunes ou des décès d'un parent avec des enfants en bas âge, parce que c'est ça qui va faire que la survie de l'espèce est en danger. Il n'y a plus d'adultes pour élever les enfants, ou l'enfant est mort, donc il n'y aura pas d'espèce qui viendra de cet enfant-là. D'accord? Et on va faire une réparation transgénérationnelle avec le consultant. Donc faire exprimer ce qui ne l'a pas été chez les ancêtres et faire reconnaître ou accepter les blessures des uns par les autres. Grosso modo, on va faire ce que vous commencez à savoir faire en formation, c'est-à-dire faire le deuil des ancêtres de leurs enfants, reconnaître leurs défaillances et formuler leurs ressentis.
On va faire exprimer ça aux ancêtres. Comment? Eh bien, on va utiliser Elsa, et c'est Elsa qui va prendre le rôle de qui il faut, à la place qu'il faut, quand il faut. Et ça, on verra ça au niveau 3. Mais pour l'instant, sans ce premier point des dates communes avec les ancêtres à plus de 7 jours, on ne peut pas faire ça. Pour l'instant. D'accord? Parce que on peut avoir un arbre et faire une séance de groupe. C'est ce que j'appelle les constellations ancestro-familiales. Donc, on fait une réparation transgénérationnelle avec le consultant à la bonne place dans cette famille. On fait pareil, c'est le même principe. Je vais faire juste rentrer des représentants de toute la famille et chacun va pouvoir ressentir, exprimer tout ça jusqu'à ce que le consultant soit libéré. OK? Ça, vous verrez après la formation TEP si ça vous intéresse pour apprendre à le faire. Et la troisième option, c'est une séance de groupe sans arbre. Donc, vous allez apprendre ça aussi après la formation TEP si vous voulez le faire, en tout cas. Apprendre à faire les constellations ancestro-familiales. Donc, il est possible de travailler sur les drames des ancêtres, même si on n'a pas d'arbre. Par contre, quand on a un arbre, on peut le faire tout seul en cabinet tout de suite, ou en groupe. Mais en tout cas, on a déjà l'option de libérer des gens tout de suite. Et ça marche aussi bien en groupe que en solo. D'accord? Vous apprendrez à le faire en solo parce que c'est en apprenant à le faire en solo que vous saurez le faire en groupe, que vous aurez moins de difficultés à l'apprendre en groupe, j'ai envie de dire. Donc, la base de tout ça, c'est les dates. Ça, c'est l'exemple sur la leucémie. Ouais, je vais diffuser un truc. Donc, je reviens là, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ce point-là. Recherche des dates communes avec ses ancêtres. Si ça, on n'a pas, il y a 2 options sur 3 qu'on loupe. D'accord? Et si vous avez quelqu'un en lien, enfin en séance, qui habite à l'autre bout de la France, il n'y a pas à venir faire votre arbre. D'accord? Ça va vous permettre de travailler ça en ligne, en direct avec la personne en face de vous, ou au cabinet, en direct avec la personne en face de vous. Mais cet arbre-là va vous aider de cette façon-là. Si on n'a pas d'arbre, on peut le faire aussi travailler en ligne. Il n'y a pas de souci, c'est encore un autre outil. Vous verrez comment au niveau 3, mais on n'en parle pas. Là, on est sur chercher les dates pour pouvoir faire les outils les plus pratiques et les plus faciles. Vous verrez, c'est d'une simplicité une fois qu'on a la date, qu'on a les dates et qu'on a l'arbre. C'est vraiment quelque chose de facile et on règle ça en une séance thérapeutique. Les autres, c'est pour la mise en place, refaire les liens. C'est notre boulot de thérapeute de faire ces liens, d'accord? Mais c'est pas thérapeutique en soi. C'est pour préparer la séance thérapeutique de réparation. D'accord? C'est pas la même chose. Et du coup, cette compétence-là, vous allez pouvoir l'acquérir. Mais pour avoir un arbre bien construit, il va falloir que vous guidiez votre consultant pour qu'il le construise bien lui-même. Et donc, ça va commencer par vous. C'est pour ça que vous êtes là pour apprendre à construire votre propre arbre. En tout cas, dans ce groupe de formation. Un autre exemple concret, pardon, c'est celui de Chantal sur une leucémie. Ça, c'est le tableau que j'ai tiré de tout son dossier d'analyse qu'elle m'avait donné au fur et à mesure de nos séances. Elle a déclenché une leucémie en juin 21. En tout cas, c'est les premières analyses que j'ai. Pardon. Et là, c'est tous les taux. Donc, là, l'échelle de couleur, c'est en bleu foncé, loin en dessous de ce qu'il faudrait. En bleu, pas trop loin. En jaune, juste sous la limite. En vert clair, très bien. En vert foncé, juste sur la limite. Beaucoup au-dessus en orange et long au-dessus en rouge. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça a pu évoluer. D'accord? Le 30 juin 21, elle a ces taux-là. Donc tout sous la limite, sauf l'hémoglobine qui est bien. Et puis elle fait des examens régulièrement. Et on voit que ben, les polynucléaires descendent, les plaquettes se pètent la gueule. L'hémoglobine commence à descendre et à passer sous la limite. Bref, tout chute. On fait une première séance le 1er septembre. Je n'ai pas d'examen. Une deuxième séance le 9 septembre. J'ai un examen le 10. Là, l'hémoglobine a fini par se péter la gueule. Bon, il y a 10 jours depuis le 30 août, donc ça chute très vite. Les hématies, pardon, continuent à descendre. Leucocytes aussi, ce qui est pas mal, hein, puisque- enfin, ce qui est pas mal, non, c'est pas mal.
Mais ça descend encore, les pelunes, les plaquettes, la protéine C, elle, elle bouge toujours pas, mais les plaquettes descendent. Elle fait une sixième le 17 septembre, elle va faire la séance de codage de l'arbre le 7 octobre. Elle va mettre un mois à m'apporter son arbre, et c'est pas elle qui l'a fait, c'est son frère. Ça aura un impact après. On décode l'arbre, et là, elle comprend qu'il y a des liens. Donc, ça avait chuté jusque-là, c'est les flèches rouges qui descendent, d'accord? Tous les taux avaient encore chuté jusqu'au 29 septembre. Le 7 octobre, on fait la séance de décodage. Le 19 octobre, 12 jours après, ça a déjà remonté. Juste parce qu'elle a compris ce qu'elle portait. C'est, rappelez-vous, dans ce que je vous dis sur le cours, la compréhension, c'est 20% du résultat. Et bien, la compréhension de ce qu'elle portait, c'était ça. 15 jours après, le 26 octobre, on fait la séance de réparation d'un petit garçon qui est mort, qui s'appelle Frédéric. Je n'ai pas d'analyse. Mais on fait le 3 novembre en urgence une séance après qu'elle ait appris que le père de sa petite fille, donc son beau-fils, a un cancer. Donc ça la ramène à sa mort, à tout ça et tout ça et tout ça. Mais malgré tout, tous les taux, sauf les polyneurophiles, continuent à monter. Donc la séance de réparation a quand même donné de l'effet, et un effet sérieux, hein. On est passé, on est vachement remonté là. Et puis enfin, 2 jours après, ce qu'on avait prévu, on fait la séance de réparation d'Auguste. C'est un des enfants qui avait le plus de choses à travailler. Il manquait des infos sur l'art, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Et là, j'ai pas de nouvelles pendant un mois. Et le 29 novembre, elle m'envoie un mail qui est intitulé C'est extraordinaire, avec les analyses. C'est tout bon. Les gens, euh, les oncologues qui la suivent, ils sont scotchés. Elle, elle est juste contente. Elle n'a pas compris ce qu'on a fait. Elle est juste contente. Elle a plus de leucémie. Et elle a 75 ans, cette dame. Et tous ses frères et sœurs, enfin tous, pardon, euh, ses frères et sœurs sont tous morts de leucémie. C'est la troisième. Il y en a deux qui sont partis par la leucémie, et donc elle flippe parce qu'elle va aussi partir en leucémie. Et on a juste travaillé sur la mort du petit Auguste, du petit Frédéric, qui n'ont jamais été acceptés par sa famille. On verra en décodage, enfin, on reverra en cours en décodage pourquoi, c'est pas le moment ici, mais j'ai pu travailler comme ça grâce à son arbre. Donc, en 2024, on porte l'histoire de nos ancêtres. On est pareil, on porte leur histoire, on est juste des répétitions de répétitions de répétitions. Il suffit de remonter à la source, et la source, c'est, dans ce que j'ai vu, entre 4 et 5 générations au-dessus de nous. Pas la peine de remonter à 7. D'abord, c'est énormément de boulot. Et vous allez le voir en formation s'il y en a qui ont des arbres assez grands. Ce qu'on retrouve entre nous et la quatrième génération, ça se retrouve entre nos grands-parents et leur quatrième génération. C'est les mêmes types de drames, c'est les mêmes choses qui arrivent en fait. Donc vraiment, la quatrième, c'est là où on a beaucoup à travailler. Donc il faut qu'on en ait 5 pour bien faire. Ok, ça c'est loyauté, on s'en fout. Ça marche. Faire ces bêtises-là, j'arrête. Donc, moi, ce que je propose dans les prochains modules, donc le prochain, je rappelle, c'est demain 20h30, c'est mercredi 20h30, et puis ensuite la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour je l'ai mis, bref, vous avez le planning, vous l'aurez si vous le voulez. Hop, 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 afficher, intervenant, galerie. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre à trouver vos ancêtres, ou d'apprendre à vos consultants à repérer là où ils ont loupé un truc. Chez Elsa, par exemple, si j'avais pris le temps à l'époque, là, j'avais toutes les dates qu'il me fallait avec Elsa. J'ai pu travailler tout de suite. J'ai fait 5 séances parce qu'elle m'a apporté l'arbre, on a travaillé derrière, c'était réglé sur la première séance. Et rappelez-vous, il y a 2 endroits où elle porte des choses, chez Jean-François Léon d'un côté et chez son père de l'autre côté, donc tous les frères morts, du côté de sa mère. J'ai choisi celui-là en priorité parce qu'il y a plus d'enfants morts. Point. Et qu'elle, elle porte la date des parents. Je n'ai pas travaillé du côté de Jean-François Léon parce que je ne sais pas si elle porte les dates des parents. Du coup, j'ai préféré travailler là où j'étais sûr qu'il y avait des liens plus forts. J'ai travaillé ça. J'ai fait cette séance-là et ça a suffi pour faire remonter à 17 et 18 sur 20. Donc pour moi,
Pas besoin de faire la suite. Si j'avais demandé à creuser, il aurait fallu qu'elle creuse du côté de sa mère, là où il manquait des trous. Il fallait qu'on creuse côté Jean-François Léon, il manquait des dates. Mais j'aurais pu lui indiquer comment chercher et où chercher pour qu'elle me ramène les bonnes dates. Et ça va être ça votre intérêt, ça va être de savoir faire. Je vais vous partager ça. Ça sera hop là, le livret de formation que vous allez recevoir au fur et à mesure de ce qu'on va faire. On va faire quoi? On va commencer ce soir, hein. D'accord? On va commencer ce soir, mais je vous présente le sommaire de tout ça. Je vais redéfinir qu'est-ce que c'est faire sa généalogie. À quoi ça ressemble? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire la généalogie. À quoi ça ressemble? À quoi il faut que ça ressemble? Vous apprendre à stocker et présenter le résultat de vos recherches. Parce que vos documents généalogiques, vous allez en être noyés. Vous, vous aurez en moyenne entre 150 et 350, 400 ancêtres. Donc 400 actes de naissance, actes de mariage, actes de décès. Au moins naissance, décès, ça en fait deux. Ça fait 800 documents. Si vous ne savez pas les ranger, ça va être le bordel très vite. Donc, le classement, c'est très important. Pour les classer, on va apprendre à les numéroter. Vous allez apprendre les numéroter la numérotation classique en généalogie, la numérotation SOSA. Et moi, je vais vous donner une numérotation plus complète qui va vous permettre de plus facilement encore retrouver tous vos documents classés en termes de photos, de fichiers, etc. sur votre ordinateur. Je vous apprendrai si vraiment vous y tenez à présenter votre arbre sur du papier. Je rigole parce que c'est vraiment une galère, hein. Je l'ai fait au début, hein. Donc je sais ce que c'est. J'ai eu un document d'1 mètre de haut sur 4 mètres de large que je trimballais avec moi, super compliqué, où c'était écrit gros et dès qu'il y avait une modif à faire, bah, c'était dégueulasse. Donc voilà, je ne vous le conseille pas. Mais je vous dirai comment faire quand même si vous y tenez. Il y a un moyen plus pratique pour le présenter, c'est l'informatique. D'accord? Je vous présenterai une sélection de solutions informatiques. Je vous parlerai du format GEDCOM, le format généalogique pour transférer vos données généalogiques. Et puis, on va rentrer dans le dur. Chercher vos ancêtres. Donc, quoi chercher sur ces ancêtres? Comment chercher et où chercher? Quand vous savez faire quoi, comment et où, vous êtes le roi du pétrole. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut chercher et les actes importants, les infos clés. D'accord? Euh, on verra où les trouver. Donc, petit A, dans un arbre déjà réalisé, sur l'état civil en mairie, on verra les droits d'accès sur l'état civil, ça on va le voir aujourd'hui aussi, ce que contiennent les actes d'état civil et comment on trouve les fratries. Parce que le plus difficile, quelque part, c'est trouver les fratries. Pas le plus difficile, le moins évident et le plus, on va dire, comment on va dire bien, Euh, le plus intéressant. D'accord? On parlera des mentions marginales. Et ensuite, il y aura un chapitre sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Et ça évolue sans arrêt. Ce document-là, si vous voyez, est en révision 29. Depuis la première édition, je l'ai fait évoluer 29 fois. Ça bouge sans arrêt. Et je vous ai fait une dernière évolution parce que j'ai encore eu des informations récemment qui m'ont permis de vous donner un autre truc absolument génial qui vient de sortir euh, et qui est top pour boucher quelques trous. Les sites communautaires, les ancêtres proches qui sont morts entre 70 aujourd'hui, les relevés systématiques de cimetières, les archives départementales de la civile. On verra comment trouver l'histoire de vos ancêtres à travers la guerre. 14-18, c'est super intéressant parce qu'on porte énormément de choses d'eux. Euh, donc on verra les journaux des marches aux opérations, c'est l'historique du régiment dans lequel ont évolué vos ancêtres pour un peu mieux cadrer le vécu de votre ancêtre pendant la guerre. On verra les soldats morts pour la France, comment les trouver, les ancêtres qui sont faits prisonniers en 14-18, les ancêtres qui sont faits prisonniers en 39-45 et les ancêtres déportés. Les ancêtres parisiens, parce qu'il y a une petite spécialité sur les ancêtres parisiens, et on verra beaucoup de liens pour les ancêtres étrangers. Tout, en fait. J'ai pas, ouais, c'est important que je le précise, cette formation-là, elle est dédiée à vous apprendre le principe des recherches. Une fois que vous savez le principe des recherches, vous connaissez le principe des recherches, il suffit juste de trouver
où chercher. Quand vous savez comment, vous pouvez vous démerder à où. Il faut juste trouver où. Là, dans cette formation, vous avez toute la synthèse de tout ce qui existe aujourd'hui, de tout ce qui va vous être utile pour construire votre arbre sur 4, 5 générations, même voire plus si ça vous chante. Et du coup, pour aider les gens dont vous aurez besoin d'aider pour ça. On verra les délais de communicabilité des documents d'archives officiels, ça c'est super intéressant. Et, et tout ça. J'ai un petit schéma qu'avait fait un gars qui avait suivi ça en direct. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Euh, je reviens là pour. Vous ne voyez pas ma tronche. Hop. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Bon. Bon. Voilà, quittez bien l'écran. J'avais ça, si, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Information niveau 1, document. Oups. Non, je ne fais pas ça, du coup. Mince, j'étais. C'était prétentieux. Je pensais que c'était là. Et mince, c'est pas là. Illustration. Non plus. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais répondre en même temps que je cherche. Pas de questions? Tout va bien alors. C'est que c'est clair. Hop, illustration. Je l'ai trouvé là-dedans. Ouais. Christophe, Oui. moi, je reviens tout à l'heure, je voulais pas te couper. Je suis née à 7 mois et demi. Ouais. Donc, c'est moi qui vais faire mon arbre. Est-ce que c'est important au départ? Est-ce que ça change quelque chose pour moi au départ? Alors, au départ, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va changer quelque chose dans la façon dont on va décoder ton arbre. Donc, la généalogie, elle va considérer les actes officiels de tout le monde, y compris les tiens. Mais il y aura une petite particularité avec tes dates à toi, nées à 7 mois et demi. D'accord? Mais c'est tout. Une D'accord. fois qu'on aura relevé la particularité, on va aller juste s'en servir correctement. Par rapport à la date de conception? Ouais. En fait, tu as une date de naissance réelle qui nous donne une date de conception théorique, 9 mois avant. Hmm. Mais comme tu sais que tu es né à 7 mois et demi, ça c'est la date de naissance réelle, tu as une conception réelle qui aurait dû te donner une date de naissance théorique. Donc en fait, tu as deux dates de naissance, deux dates de conception, toi. Des réels et des Oui, théoriques. en fait, je suis née le 18 décembre, mais j'aurais dû être née le 30 janvier, l'année Ouais. suivante. Donc si Donc, tu oui, devais il faut naître le confondre les 30 deux. janvier, tu es conçu le 30 avril, Hmm. réellement. Oui, Ta naissance théorique, c'est le 30 janvier. D'accord? d'accord. Et tu es né réellement le 14 décembre, donc ta date de conception théorique, c'est le 14 mars, qui n'a rien à voir. Mais on va utiliser les quatre. D'accord. Ok, J'ai merci. retrouvé mon petit document graphique de ce sketcher qui m'avait été fait en direct. C'était sympa, donc je vous le présente. Je vais zoomer dessus quand même. Donc, hop là, ça c'est une connerie. Ah bien, super, ah, je l'ai perdu. Ah, on regarde. Voilà, et on zoome. J'ai bien aimé sa présentation circulaire. Donc, on est là, hop, on est là. Le calendrier va nous donner les similitudes de date. On va charger date à plus ou moins 7 jours. Prendre conscience du changement, c'est 20% de symptômes. Ça va différer des pays, des cultures, du prisme qu'on va intégrer. Et nous, on va faire la formation là pour trouver nos ancêtres. La formation de test, c'est pour la thérapie des ancêtres. D'accord? Là, on est sur comment trouver nos ancêtres. Pourquoi? Parce que si on trouve quel drame on a à gérer sur un arbre généalogique, on peut trouver les dates, on peut identifier le drame et on peut remonter
à se libérer du poids transgénérationnel. D'accord? Ça, c'est graphique, il m'a été fait, c'était sympa. Ça, c'était les besoins de l'enfant préhistorique. Donc, le plus important, c'est trouver les drames grâce à trouver les ancêtres va nous permettre de trouver les liens avec le consultant et de libérer le poids. OK? N'importe qui peut faire de la généalogie, d'accord? Ça, c'est clair, c'est facile. J'ai appris pendant presque un an, d'accord? Parce que il y avait un club de généalogie, puis il y avait des revues de généalogie qui m'ont beaucoup appris, pardon. Là, en 6 fois 8 heures, 6 fois, 6 fois 1h30, donc 8 heures, vous allez tout savoir faire. C'est un raccourci énorme vers tout. Et il y a même des choses que je sais faire en généalogie dont on ne parlera pas parce que c'est pas utile. On n'en parlera pas dans le cours en lui-même. D'accord? On n'en parlera pas dans le cours, donc ça ira. On pourra en parler en dehors pour d'autres trucs comme d'autres trucs. C'est pas important. Mais c'est pas important parce qu'on ne va pas faire ça. Mais je vais vous présenter un petit peu le livret. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer aujourd'hui. Juste la présentation. Le livret, il est pas là. Super. Pas là non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, il est là. Voilà, merci. Euh, je zoome encore. Peut-être sur un téléphone, ça vous sera plus grand. Qu'est-ce que c'est faire sa généalogie? Faire sa généalogie, ou faire son arbre, c'est euh, construire une généalogie, trouver les informations de nos ancêtres en partant de nous-mêmes. D'accord? Mais il faut bien avoir conscience que en partant de nous, là en bas dans l'arbre, on a 2 parents. Génération du dessus, on a 4 grands-parents. Génération du dessus, on a 8 arrière-grands-parents. Et pour atteindre le début du XVIIIe siècle, ça nous fait tout de suite 500 personnes. Pourquoi? Parce que moi, génération 1, je suis 1. Mes parents, ils sont 2. Mes grands-parents, ils sont 4. Au-dessus, ils sont 8. On a fait, moi, génération 1, mon père, mon grand-père, 4, mes arrière-grands-parents, 8. Au-dessus, ils sont 16. Ça fait 5 générations. 16, ça fait 16 familles. 16 familles de X, plus les 8 familles en dessous, plus les 4 en dessous, plus les 2, etc. Donc, ça fait très très vite du monde. Pour ça, je vous dis, vous aurez entre les plus petites familles, c'est 150, 200 personnes, et les plus grandes, je me trouve parfois à 800 personnes. C'est assez lourd à gérer. Mais ben, voilà, on a fouillé là-dedans. Mais c'est possible, on peut tout trouver. D'accord? Il y a des généalogistes qui passent toute leur retraite à faire que ça. Ils s'éclatent, ils voyagent. Enfin, quand j'apprenais à moi à l'époque, ils voyageaient. Aujourd'hui, on ne voyage plus, c'est tout sur Internet, donc on peut se casser la tête. Mais à l'époque, il fallait dans chaque archive, dans chaque mairie, demander les choses. C'était un petit peu une course au trésor. Et c'est parce que j'ai appris, avec cette technique de course au trésor, que j'ai appris à fouiller les archives dans la base. Si je débarquais aujourd'hui, si je devais apprendre, ben, je me ferais comme tout le monde fait, jeter sur Généanet, pardon, sur Internet, et chercher à droite, à gauche sur des sites qui parlent de trucs pour tenter de trouver des machins et finalement me faire avoir parce qu'il y a des sites qui demandent de l'argent pour demander des actes, pour obtenir des actes. Il n'y a aucune archive qui est payante. Les sites des archives départementales sont libres d'accès. Vous n'avez pas besoin de payer pour regarder un acte en France. En Suisse, oui, mais pas en France. D'accord? Et les seules choses que vous allez payer, c'est les gens qui ont fait l'effort technologique de simplifier votre accès à ces archives-là. Eux, vous allez les payer, oui. Mais quand on sait faire, on n'a pas besoin d'en payer beaucoup. Par contre, j'avoue que c'est vachement facile qu'ils sont mis au point. C'est vachement mieux comme ça. Je suis content d'être en 2025 et pas quand j'ai commencé, c'était en 2000, il y a 25 ans. Bien.
Donc, si on remonte jusqu'en 1500, il y aura 130 000 ancêtres. J'ai jamais vu d'arbre avec 130 000 ancêtres. J'ai vu des arbres avec 5 8 000 ancêtres. Ouais, c'est énorme. Mon arbre, vraiment, il a 830 ou 900 ancêtres, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai pas tout trouvé encore. Parce que je me garde de la marge pour la retraite. Donc, on peut faire une généalogie ascendante. Voilà, c'est un arbre généalogique tel qu'on le voit le plus souvent avec un étage au-dessus, etc., etc. Ça, c'est un arbre un peu tordu. C'est la généalogie ascendante limitée au porteur de votre nom. On parle de généalogie agnatique. On remonte de père en père. C'est par ça que j'ai commencé, hein. C'est clairement, je voulais voir si mon nom de famille avait un lien avec le col de la Rossatière entre Lyon et Grenoble. J'ai trouvé, il y a un lien, et mes ancêtres sont là-bas. D'accord? Donc, intéressant. Mais on peut aussi faire de la généalogie cognatique. Alors ça, c'est très rare, je n'ai jamais vu. Donc, il s'agit de remonter de mère en mère. Agnatique pour les pères, cognatique pour les mères. Et puis, on a une généalogie descendante. Ça, j'ai fait aussi. Pour mes cousins, pour présenter ma généalogie de mes cousins, j'ai pris deux couples d'ancêtres que je connaissais et j'ai refait toutes leurs descendants jusqu'à tous mes cousins. Et ça fait un arbre immense, très très long, si on remonte assez haut dans la généalogie. Et c'est très intéressant pour tout le monde parce que quand vous montez ça à vos cousins remontent leurs arbres, remontent leurs branches, voient comment ils sont reliés. Ça fait une très belle cousinade. Et quand vous arrivez à tous les invités, c'est très sympa. Par contre, quand vous ne les connaissez pas tous, c'est pénible. C'est pénible parce qu'aujourd'hui, on s'est enfermé, on s'est caché, nos numéros de téléphone sont bien moins accessibles. Et c'est de plus en plus difficile de trouver des cousins éloignés dont on n'a pas idée qu'ils existent. Parce qu'on n'a pas accès à leur nom, leur téléphone. Nous, on va s'intéresser à la généalogie ascendante. Parce que le but, c'est de retrouver nos ancêtres et les frères et sœurs de nos ancêtres. D'accord? C'est vraiment ça, c'est les frères et sœurs qu'on va chercher. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. J'ai juste zoomé un petit peu. Alors ça, c'est un arbre d'un consultant, je pense, que j'ai zoomé pas assez gros pour que vous puissiez lire. Mais le principe, il est là. Le consultant, j'ai l'ai en vert, son père, fils unique, sa mère, qui est la troisième de la fratrie. Sa mère, on a sa mère, fille unique, et son père qui, lui, a été marié une première fois, a eu 3 enfants, puis s'est marié à elle et a eu 3 autres enfants. Mais ce père-là, il a un frère aîné qui est ici et 3 frères et sœurs. Bref, vous avez la configuration de ce qui existe. Et ça, ce dessin-là, il se fait tout seul. Vous n'avez rien à dessiner, vous rentrez des données. C'est super simple. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ça, c'est mon arbre. Parce qu'au moins, j'ai tous les droits dessus. Là, c'est ma grand-mère. Une de mes grand-mères, bien sûr, j'en avais deux. Qui est morte à 51 ans, qui avait un frère. Ils étaient issus, pas ici, de Vincent Louis et de Henriette, qui s'étaient mariés en 1919 dans la Drôme. Elle était lingère couturière et lui, il était maçon. Mais il était prisonnier du 26 août 1914, donc tout au début de la guerre, vraiment le premier mois, jusqu'au 28 janvier 1819. Sa femme a passé toute la guerre sans avoir vraiment de nouvelles de son mari, prisonnier en Allemagne. Et il est mort d'une méningite cérébrospinale. Nous qui nous connaissons un petit peu en décodage, on commence à savoir ce que ça veut dire. Mais du coup, si on a l'information de il est prisonnier, on va pouvoir faire des hypothèses sur ce que va porter Marie-Clémence et ce que moi ou mes cousins et cousines vont porter. D'accord? Henriette avait un grand frère Henri, qui était mécanicien. Il a épousé Maria, ils ont eu des enfants. Je n'ai pas écrit. Il y a aussi eu un frère d'Henriette qui s'appelait Louis-François. Lui, il est mort à Danlou, dans le 55, en 1916. C'était un engagé volontaire en 14. Il est allé faire volontairement la guerre en 14. Il a été tué sous un tunnel qui s'est écroulé en portant du courrier, donc étouffé par de la terre. Et ça, on peut trouver l'histoire. D'accord? Donc, nos recherches généalogiques vont nous permettre de trouver ce genre de détails qui vont vraiment parler aux gens qui portent l'histoire de Louis-François, qui vont vraiment donner un sens à leur maladie, à leurs problèmes pulmonaires, à n'importe quoi. Vous allez voir les liens, c'est vraiment très intéressant.
Il y avait un quatrième frère, c'était Henri Jules. Henri Jules, je vais vous le zoomer un petit peu. Ah, je suis en train de tout le bordel de mon dessin. Hop, 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 on touche pas ça. C'est pas un PDF, on déconne pas. Voilà. Henri Jules, lui, il était chauffeur. Il a eu un handicap à la jambe droite suite à un accident de moto qu'il a eu en 12 septembre 1918. En fait, il était motard, courrier à la guerre. Il a eu un accident et il a été déporté en 39-40. Il est mort à Oranienburg à 44 ans. Donc lui, il va à la guerre. Il a un accident qui le rend handicapé et il est déporté. Est-ce qu'il est déporté parce qu'il est handicapé? Je ne sais pas, mais il y a des chances. Parce que ça fait partie des cibles des nazis à l'époque. Ils déportaient d'abord les juifs, ensuite les prisonniers de droit commun, et puis ensuite les handicapés, les homosexuels et tout le reste. Chacun avait son petit code, sa petite étoile de la bonne couleur, mais les archives sur les déportations ne sont pas encore publiques. On n'arrive pas encore à savoir pour quelles raisons ils ont été déportés. J'attends impatiemment que ça se, ça s'officialise pour qu'on puisse savoir pourquoi il était déporté. Mais à mon avis, c'est parce qu'il est handicapé. Et il est mort en déportation. J'ai trouvé par quel train il est parti, où il est arrivé, dans quel camp il a fait. C'était voilà, super intéressant. Je suis en train de faire le même bazar tout à l'heure, donc il faut que j'arrête vite. Hop. Je vais réduire pour revenir au dernier exemple, celui-ci, parce que ça a été le plus parlant pour moi. Allez, voilà, on va y arriver. Léon Jules Joseph, c'est mon arrière-grand-père, c'est un autre côté. Lui, il était gendarme, ça je le savais, puisque ma mère l'a connu. Il est mort en 65 avant que je naisse, mais ma mère l'a connu. Et lui, j'ai découvert, personne ne le savait dans la famille, qu'il était fait prisonnier au Mont-Kemmel, en Belgique, le 25 avril 18 jusqu'au 24 novembre 18. J'ai donc fouillé l'histoire de ce Mont-Kemmel. Pourquoi être fait prisonnier en Belgique pendant la guerre 14-18, on est en France, là, il n'y avait rien de compréhensible. Et j'ai trouvé même un livre qui raconte son histoire, où il est précisément nommé comme faisant partie des 17 militaires faits prisonniers en haut du mont, à la fin de la bataille du Mont, quand il a été envahi par les Allemands qui l'ont conquis. Mais ils ont participé avec son unité à défendre ce mont, donc à ralentir les Allemands, le temps que les défenses se forment en arrière, en France, et ce qui a permis aux Allemands de ne pas passer le 25 avril 18. C'était la dernière tentative des Allemands de passer par la Belgique, parce qu'il y avait une faille de défense dans ces endroits-là. Et c'est là qu'ils se sont fait arrêter. Après, ils ne sont plus passés en France et ils ont dû capituler. Juste, il faut se remémorer que en 1939, c'est le chemin qu'a pris Hitler. On a compté, nous, bêtement, sur la neutralité de la Belgique, pensant que c'était une frontière naturelle. On a tout reporté nos forces de défense sur la ligne Maginot, qu'on avait construite en 18 pour ça. Et les Allemands ont tranquillement fait le tour par la Belgique, ils ont traversé en souhaitant royalement de sa neutralité, et ils sont repassés par le même mont Kemmel. Et ils sont rentrés par le nord de la France ici. C'est là, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire capituler la France, parce qu'ils sont rentrés par la Belgique. Ça n'a pas été très malin. Si on avait été très malin, on aurait monté des défenses aussi là-bas, et ils n'auraient pas envahi la France, on n'aurait pas capitulé en 40, il n'y aurait pas eu de mince. Euh, ouais, les Allemands n'auraient pas envahi la France, pour faire plus simple. Donc l'histoire, à ce moment-là, à cet endroit-là, a été assez parlante pour moi, puisque ces dates-là, du 25 avril et du 24 novembre, sont très, très importantes dans ma vie. J'ai pu faire le travail thérapeutique nécessaire autour de ça pour arriver à ne plus porter l'histoire du sacrifice de tous ces frères soldats dans ce Mont Kemmel. Euh, on verra tout ça dans la formation niveau 3 de toute façon. Je voulais vous présenter ce soir encore un truc. Pom 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 qui est tout à la fin. C'est un truc super intéressant, super important, parce que avec ça, vous allez comprendre tout le reste. D'accord?
c'est les, comment j'ai dit, les délais de communicabilité des documents d'archives officiels. Parce que si je ne sais pas ce que je peux chercher, où je peux le chercher, je passe un temps fou. Donc ce tableau-là il est super riche. Vous avez en rouge tout ce qui est en ligne. J'ai rajouté ça assez récemment. Donc vous verrez que en termes d'archives qui vous intéressez, il y a l'étape décennale, les registres de décès, les registres de naissance et de mariage, les registres matricules et les listes nominatives de recensement. Tout le reste, ça va moins nous intéresser. Bon, on verra tout le reste tout à l'heure, mais ça va moins nous intéresser. Sont en communication immédiate toutes les tables décennales qui sont aux archives en mairie ou n'importe où. D'accord? Dans n'importe quel bâtiment qui contient des archives, on peut avoir une table décennale si on la demande. Une table décennale, c'est une liste alphabétique de chaque type d'acte, naissance, mariage et décès, qui est réalisée tous les 10 ans. C'est en communication immédiate parce qu'elle n'est pas nominative. Alors, non, c'est pas nominatif le mot. Euh, j'ai perdu le mot. Il y a le nom, le prénom, la date, mais il n'y a pas l'origine. C'est-à-dire aura la naissance de l'enfant, mais il n'y aura pas le nom de ses parents. Donc, à partir de ça, on ne peut pas faire de documents, de faux documents. C'est pour ça que c'est en communication immédiate. Et les règles de communication immédiate sont juste là pour ça, en fait. Pour empêcher n'importe qui de demander n'importe quel acte, n'importe où, et de se pointer avec des faux documents pour faire un vrai document d'identité à partir de ces faux-là. En tout cas, on ne peut pas usurper l'identité d'un vivant, puisque sur une table décennale, même si j'ai la table décennale qui a été faite dans mon village l'année dernière, je vais avoir là le nom, le prénom, la date de naissance d'un de mes voisins, mais je n'aurai aucun document qui va justifier sa descendance, enfin son ascendance. D'accord? Pareil pour les registres de décès. Les registres de décès ne contiennent que le nom, le prénom, l'état civil, enfin l'état marital s'il est veuf ou pas, mais pas le nom des parents. Et de toute façon, il est mort. Donc même si on fait une carte d'identité sur un mort, c'est pas grave comme usurpation d'identité. Ce qui est important, c'est de ne pas la faire sur les vivants. Et c'est bien pour ça que les listes nominatives de recensement, jusqu'en 1975, elles sont aussi en communication immédiate. On peut avoir toutes les listes nominatives de recensement de population jusqu'en 1975. Tout ça, c'est là. L'étape décennale dans les archives départementales. Sur les sites web des AD, en rouge, AD c'est archives départementales, jusqu'à 1892 en Isère par exemple, ça commence à évoluer un petit peu. On n'a pas tout, en fait, on n'a pas tout ce qui a moins de 100 ans, ce qui a plus de 100 ans, pardon, sur les sites en ligne. D'accord? Mais dans les archives départementales, dans les mairies, on a accès à tout ça tout de suite. Tout ce qui est entre 1892 et aujourd'hui, il y a deux périodes donc. C'est dans les mairies, en registre papier, ou sur le site web de la mairie, si c'est une grosse ville. Elle évite tout ça en ligne. Ce qui est important, c'est que les registres de naissance et de mariage ne sont communicables que 75 ans après la naissance ou 25 ans après la mort. Donc, je peux avoir l'acte de naissance de mon grand-père qui a 76 ans. Ça, je peux. D'accord? Mais je peux avoir la naissance de mon grand-oncle qui est mort il y a plus de 25 ans. Ou de mon oncle, ou de mon frère. D'accord? Parce qu'il faut attendre 25 ans après la mort de l'intéressé. OK? Je te cou- Christophe, je te coupe. Ouais. Là, c'est une autre, parce que moi, je l'ai demandé pour ma belle-mère qui est décédée en 98 Ouais. et qui avait été abandonnée à la DAS. Et donc, je voulais voir son extrait d'acte de naissance. Et en fait, on m'a dit, vous pourrez la demander qu'au mois de mai, parce que ça, elle aurait eu 75 ans au mois de mai. Mais 98, on est à plus de 25 ans de sa mort. Oui. Alors, attention. Ouais, Sauf s'il y a présence des mentions marginales. Dans ce cas-là, il y a 50 ans après le décès. En fait, si l'acte présente une mention marginale de mariage ou de décès, tu ne peux plus l'avoir, l'acte de naissance. d'accord. C'est ce qui va Donc, bloquer. Et euh, dans les mairies, ils sont
Alors, je vais pas dire toujours. Ouais, mais Il presque. arrive qu'ils ne suivent pas cette règle-là. Eux, ils disent, ça a plus de 100 ans, on ne peut pas vous le donner. Or, c'est pas vrai. Il n'y a plus aucune loi qui parle de 100 ans, sauf les registres matricules. Mais encore, ça a été remplacé récemment, puisqu'ils ont tout mis en ligne. Bref, la loi des 100 ans n'existe plus. Ils vont simplifier, les archives les mairies vont simplifier la loi en disant tout ce qui a 50, tout ce qui a 100 ans, c'est bon. Mais avant 100 ans, il faut qu'ils réfléchissent. Il y a 75 ans, s'il y a une mention marginale, c'est trop compliqué. Donc, ils vont dire 75 ans. Mais vous, grâce à juste ce petit texte-là, eh ben non, c'est pas celle-ci. Oui, Légifrance, vous allez cliquer dessus. Hop. Et vous allez arriver sur le code du patrimoine, l'article 213-2, et vous leur présentez ça. Et là, c'est tout expliqué que il y a 25 ans, il y a 75 ans, il y a machin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est la loi et ils doivent l'appliquer. Et j'ai eu à le faire plusieurs fois sur plusieurs mairies. J'ai donné à plusieurs personnes. Ça fait bien chier les gens en mairie qu'on ait l'information, mais au moins, on a tous les documents qu'on veut. D'accord? Donc, cet article 213.2 modifié par la loi de 22-21-98, elle dit qu'il y a ça qui est disponible. Et ça, c'est la loi, donc c'est un peu chiant à donner. Donc, moi, j'ai récupéré ce tableau qui venait d'un département. Je l'ai amendé avec toutes les informations qu'il fallait. Et donc, grâce à ça, vous savez que tout ce qui est numérisé dans les archives, ça évolue sans arrêt parce que chaque année, ils en rajoutent, bien sûr. Plus ils vont numériser des documents, moins on va les demander en papier, donc plus ils vont rester longtemps en état. C'est tout leur intérêt de le faire. Mais pour ça, il faut des budgets. Et les budgets ne sont pas toujours là. D'accord? Donc, il y a des archives départementales qui n'ont pas le budget pour numériser comme ils veulent. En Isère, c'est un peu la cata. Donc jusqu'en 1892, en Isère, quand j'ai fait ce tableau-là, donc ça a dû évoluer un petit peu de plus, tout ça, c'est sur les sites web des archives départementales. Vous avez tout, naissance de tout ça, c'est tout disponible. Vous savez plus de 100 ans. Pour des actes entre 1892 et aujourd'hui, c'est dans les mairies, en registre papier, ou dans les archives départementales, parce qu'ils les ont, ou sur les sites web des grandes mairies. Grenoble, par exemple, ils ont leur site web, les tables décennales, ils les ont jusqu'en 1935, je crois. Numérisé en 35. Mais les naissances et décès, non, c'est à 100 ans et ce sera mort. Donc, vous pouvez leur demander l'acte de naissance, préciser qu'il est mort il y a plus de 25 ans, donc j'ai accès. Oui, mais comme tu dis, en règle générale, là, c'est peut-être pour ça qu'ils ne me l'ont pas dit pour les 25 ans, parce Ouais, qu'en règle générale, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le mariage est noté sur l'acte de naissance. ouais. Et il est noté depuis 1895. Ouais, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a dit qu'il fallait que j'attende ses 75 ans pour le mois de mai. Alors, et puis c'est ta belle-mère, c'est pas ton ancêtre direct. Oui, enfin, après, c'était sur la demande de mon mari, hein, donc de D'accord. sa mère, hein. Donc Donc, ça roule alors, il n'y a pas de souci. hmm. Il y a un petit truc marrant, j'ai envie de dire. On peut avoir les dossiers de pupilles dont les parents ont demandé le secret des origines de l'enfant. C'est normalement incommunicable. On n'a pas le droit d'y accéder. Sauf si on passe par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qu'on remplit un petit dossier, qui ont vérifié que les parents sont morts, et dans ce cas-là, vous avez accès au dossier. Parce que cette impossibilité enfin, cette demande de garder le secret, elle est valable jusqu'à la mort des parents. Et j'ai vu beaucoup de mes consultants qui sont allés demander leur dossier, qui ont eu leur dossier, qui ont connu l'histoire de leurs parents, pourquoi ils les ont abandonnés, enfin, qui ont une révélation énorme, juste parce que ça, c'est possible de le faire. D'accord? Et ça, c'est simplement remplir un dossier, envoyer la demande. Et c'est traité, et vous avez le dossier si c'est possible. Donc, super intéressant. Aux archives, on trouve aussi les documents protégés et des secrets protégés par la loi. Le secret médical, ça c'est 25 ans pour la mort de l'intéressé. C'est un document établi par un médecin, etc., etc. C'est possible
potentiellement avoir aux archives, mais je ne les ai jamais vus puisque bah, c'est secret, c'est fermé. Mais c'est au moins 120 ans à compter de la date de la naissance. Ça, c'est possible aussi. Après, il faut trouver ça aux archives. C'est pas tous les médecins qui vont les mettre aux archives, etc. Donc, vous attendez pas à des choses magnifiques. On peut avoir tous les dossiers d'écrou, les dossiers de pupille, les dossiers scolaires, les documents renseignant sur la situation sociale, l'orientation sexuelle, les opinions. Ça a 50 ans. Après 50 ans, pouf, on peut y avoir. Les archives notariales, c'est 75 ans ou 100 ans si ça concerne des mineurs. Ça, c'est l'archive départementale. Ça fait partie des documents dans lesquels je sais chercher et je voudrais peut-être vous en parler en plus si on a le temps un jour. C'est pas inintéressant du tout de trouver les dossiers des notaires, surtout les achats, les donations qu'ils ont faites de leur vivant. Donc voilà, s'il y a un document à retenir, c'est celui-là. C'est celui que je vais envoyer. Enfin, il affiche à l'écran, donc il est en copie. Vous pouvez le copier tant que vous voulez, parce que il doit être enregistré. Et vous qui serez là demain dans le deuxième module, vous aurez l'accès à tout le reste. Hop, je vais faire ça vite, comme ça je vous le fais défiler vite fait. Il y a 38 pages, ouais, j'ai dit. Ça a changé 34 pages aujourd'hui. Ça a changé aujourd'hui, fait la mise à jour. Et on va voir tout ça avec des illustrations, avec des exemples, avec des liens sur lesquels on va pouvoir cliquer, avec plein d'informations partout. On va étudier tous les liens, on va passer par tous les liens cliqués, on va faire tous les exemples. En fait, vous allez apprendre pendant les 2 jours qui suivent comment on cherche. Et au fur et à mesure que vous apprendrez, vous rapporterez votre arbre, vous ferez grandir votre arbre en choisissant ce que vous voulez comme support. Et ensuite, les 3 jours suivants qu'on va passer à une semaine d'intervalle, vous pourrez poser vos questions là où vous êtes bloqué. Et on étudiera ensemble vos blocages de façon à ce que, à la fin des 6 modules, votre arbre soit le plus complet possible, ou en tout cas que vous sachiez tout faire. Même, je n'ai pas le temps de tout faire, hein. Je n'ai pas la prétention de vous faire faire votre arbre en 4 semaines, ça ne marchera pas. Mais au moins que vous sachiez tout démêler. C'est, hop, répète le principe. Vous allez venir demain mardi, après-demain mercredi, ce sera enregistré aussi. Le replay sera mis en ligne, mais là, privé pour ceux qui seront inscrits à la formation. Donc, vous pourrez le voir toute la journée, si vous n'avez pas été là toute la soirée ou quoi que ce soit. C'est OK, vous aurez l'information quand même. Vous recevrez la partie du livret qu'on aura étudié ensemble, sous format PDF. En fait, juste la partie qu'on a étudiée, pour pas que vous mélangiez trop loin. Après, c'est trop pénible. Les gens qui vont trop loin dedans, ils ont d'autres questions derrière, donc on va aller pas à pas. Vite, mais pas à pas, parce qu'on va faire les 30 pages en 2 jours. Donc, on ne va pas traîner non plus. Mais on aura vu tous les exemples, on aura cliqué sur tous, et surtout sur chaque exemple, je vous demanderai votre histoire à vous, votre historique à vous, et ce que vous avez comme difficulté dans votre famille. Mon intérêt à ce que vous soyez là en ligne, en direct, c'est vous poser vos questions et on répond avec vos exemples, parce que c'est le plus parlant. Moi, j'ai mes propres exemples, hein. Si vous n'avez pas ce genre de problème, je vous donnerai mes propres exemples pour tout expérimenter. Mais si vous avez vos exemples, c'est bien plus parlant pour vous, parce que ça vous fait avancer et c'est bien plus clair pour tout le monde. Enfin, c'est bien plus clair. C'est aussi clair que les miens, mais quand c'est vos exemples à vous, vos ancêtres, c'est bien mieux. Donc, l'idée pour demain, bah, c'est rien. Tranquillisez-vous, vous n'avez pas de travail à faire cette nuit. Si ce n'est de comprendre que, tiens, c'est comme ça que je vais faire et comme ça que je vais demander. Il faut peut-être commencer à m'enseigner auprès de moi, auprès de mes parents, de mes grands-parents, s'ils sont encore vivants, à, tiens, poser les questions. Mais vous demandez juste, vous ne demandez pas l'histoire. L'histoire, ça va froisser les gens. Les gens n'aiment pas bien brasser l'histoire. Donc, je vous conseille plutôt de demander les dates. Vous voulez connaître l'état civil. Vous n'avez pas besoin de connaître plus que l'état civil pour notre travail thérapeutique. L'état civil, c'est quelque chose qui est officiel, qui est dans la famille, c'est des papiers d'identité.
Il y a des gens qui ont ça, qui ont stocké ça de vos ancêtres, les livrets de famille, des choses comme ça, qui ont ça dans un carton qui traîne depuis 30 ou 40 ans et qui seront tout contents de vous le filer pour que vous puissiez chercher dedans. D'accord? Et il y aura peut-être des trésors. Mais c'est le premier pas, c'est vos proches. Et si vos proches sont morts, eh ben, on passera au deuxième pas, c'est-à-dire les archives. Mais ce n'est pas un problème, on verra demain comment on cherche. Bien. Est-ce que c'est clair pour vous? Poum, poum. Je vais tenter de mettre ça sur une plateforme de formation ça sera mon essai là. Donc, mettre ça, c'est-à-dire mettre les formations, les vidéos qu'on fera sur cette plateforme de formation. Donc vous y aurez accès, ce sera numéroté, paginé, avec tous les résumés, tout ça et tout ça et tout ça, et tous les documents qui seront en fonction, donc ce sera un peu plus clair, je pense. Mais vous aurez accès à ça dès que vous serez inscrit, enfin si vous êtes inscrit, ou dès que vous serez inscrit pour les futurs. Ces vidéos-là resteront, alors celles-ci en public, en replay, bien sûr, sur à la fois ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et toutes les vidéos qu'on va enregistrer durant toute cette formation seront enregistrées et seront disponibles à l'achat en replay pour tous ceux qui ont pu participer en direct. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne sont pas libres cette semaine ou la semaine prochaine ou d'autres jours et qui veulent le voir en replay quand même, ce qui se passe en dernière version, eh ben, ce sera possible d'y accéder en replay dès qu'on aura fini, nous, notre module, et nous, on va finir en direct. Les replays ne seront pas disponibles pour les gens tant qu'on n'aura pas fini toute la formation. D'accord? On est prioritaire, on travaille sur ça, et les replays, c'est pour après. Aujourd'hui, j'ai une série de replays qui fonctionne, qui est parfaitement disponible, mais elle date d'il y a 2 ans, je crois, où j'ai fait le truc. Là, eh ben, il y a des nouveautés, il y a une autre façon de présenter, il y a d'autres liens, il y a d'autres choses qui seront présentées. Donc, ce sera la dernière et elle est en primeur pour vous, en direct. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Si, juste une petite question, Christophe. Tu dis qu'on va recevoir un livret là, Ouais. avec. D'accord, on le reçoit. Vous le recevez. Alors, vous allez recevoir la partie qu'on aura vue, un Oui, PDF à chaque fois. Et sur le PDF, les liens sont activables, donc vous pourrez parfaitement suivre le lien comme ok. si vous l'aviez. Et au final, dans à la fin de donc mercredi, je pense, mercredi, on aura tout vu, on devrait avoir tout vu, et vous recevrez le livret complet qu'on aura Ok. vu, peut-être même avec des mises à jour entre-temps, puisque j'aurai peut-être corrigé des bugs ou des choses comme ça. Donc vous aurez le dernier livret au top de la présentation pour la formation, sous format PDF. Ok. C'est tout bon? Ouais, c'est bon. Christophe, Oui, bon, Valérie? tu sais que j'ai la spécificité que j'ai des ancêtres en Espagne, Ouais, mais on pourra quand même décoder ce qui est possible de décoder sur les dates, je bien sûr. suppose. Ah non, Pour mais le ça, reste, c'est pareil. voilà. Pour le C'est reste, pareil. en contrepartie, tu peux pas m'aider à faire des recherches. Alors, je peux te donner plein d'indications, plein de sites et plein de trucs qui vont te donner des pistes pour aller toi-même explorer les archives en Espagne. D'accord? Ok. Puisque l'Espagne, comme l'Italie, comme la Suisse, comme n'importe qui, a ses propres archives. Il y a vraiment que dans les pays Nord-Afrique, je vais répondre à Alexandra, j'ai vu la question. Il y a vraiment dans les pays comme le Nord-Afrique où il n'y a pas d'archives à part les pays sous protectorat français, au moins ou colonisés. Mais ça, c'est des archives françaises qu'on retrouve en France. Et c'est une partie de la formation, comment on retrouve les archives des Pieds Noirs qui ont été en Algérie, au Maroc, en Tunisie, de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est important parce qu'il y a pas mal de familles touchées par ça. Mais il y a une partie du cours qui est basée sur les archives, sur les liens et les pistes vers les autres pays. Et j'ai rassemblé tout ça pour pas devoir apprendre tout ça tout seul et vous le montrer. Mais une fois que en fait, comme je répète, hein, le principe, c'est apprendre apprendre la technique pour chercher, et après, elle va s'appliquer dans n'importe quel pays de la même façon, avec la différence près de la construction des archives, mais il n'y a que ça qui va changer. À la limite, pour pratiquer, je peux prendre un arbre généalogique de quelqu'un que je connais qui est français. Ça me permet de pratiquer sur ce qu'on va faire. Je peux faire ça aussi. Alors,
euh, en cours, en formation TEFT, Oui. vous aurez votre arbre ou vous aurez, s'il n'est pas assez gros, un autre arbre que je vous donnerai pour vous entraîner. Ouais. Parce que ça, en termes de pratique en cours TEFT, non. Enfin, non, il n'y a pas de problème, j'entends. Là, pour cette formation-là, mon idée, c'est de vous apprendre à chercher vous-même et que vous commenciez à vous à chercher. Et toi, en Espagne, comme les autres. D'accord? Ok, d'accord. Et ça, il n'y aura pas de problème. Merci. Alexandra, la question tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est où le... Pom, 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 pom. Ah, il est où le truc? Pas besoin de sous-titres, assez Je peux vous simple. le dire, je peux vous le Ouais, dire à l'oral, hein, ce sera plus simple. ouais. Donc, je suis bonsoir déjà et merci. Bonsoir, Alexandra. Donc je suis arrivée il y a voilà en cours de route Ouais, et du coup bah, vous n'avez pas mon adresse mail donc j'ai pas reçu le PDF tout bien ça et je sûr. sais pas comment Eh euh, ben, c'est le moment où je vais parler de tout ça, donc c'est très bien. bon bah Très parfait, bonne question au bon très moment. bien, merci beaucoup. Je mettrai sous la vidéo sur YouTube et sous la publication dans Facebook le lien d'inscription à cette formation sur laquelle que vous pouvez intégrer quand vous voulez, puisque même si vous la prenez au troisième module, j'ai envie de dire, donc mercredi ou même jeudi, il sera possible de voir les 3 premiers modules en replay et de nous suivre et de poser vos questions sur les 3 semaines qui vont venir derrière. Donc, ce sera libre et donc il y aura le lien d'inscription pour que j'ai vos coordonnées, que vous puissiez rentrer dans le groupe WhatsApp qui va nous permettre de parler, de discuter, d'échanger sur les différentes questions que vous avez, techniques, de connexion ou quoi que ce soit, et de nous voir régulièrement et d'avoir le lien chaque soir pour la formation. Vous aurez le lien uniquement dans le groupe WhatsApp, vous n'aurez pas ailleurs après. Il sera plus public puisqu'il sera réservé à ceux qui seront inscrits. Donc Alexandra, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut comme il faut. Ah, il est là, le chat. D'accord. Ouais, D'accord, bah merci. J'ai vu tout à plaisir. l'heure effectivement qu'il y avait le WhatsApp. Je comprenais pas d'ailleurs, j'avais pas vu le lien pour se connecter et voilà. Oui. Mais ok. En fait, je l'ai diffusé sur Facebook, Ouais, ouais, et je suis peu souvent sur Facebook et j'y suis passée ce soir, comme par hasard. Donc bien sûr. voilà, c'est C'est que je suis sûrement là. le hasard. C'est sûrement ça. Ok, eh ben cool, à bientôt. À bientôt. Christophe, Céline, j'avais une question. Ouais. Alors peut-être que c'est un peu tôt, mais est-ce que tu pars du principe que avant la contraception, pour ma grand-mère, par exemple, qui est fille unique, ses parents l'ont eu tard, sur le tard, à 40 ans. Ouais. Est-ce que tu estimes qu'il y a forcément eu des enfants morts Non. avant, parce que je ne les trouve pas, ou est-ce que en 30, elle est née en 35, ma grand-mère. Donc, Alors, question intéressante. Il n'y a pas de règle. Il n'y a ouais, pas de c'est ce que règle, je il y dis. a des généralités. Et à Mm. partir des généralités, on peut se dire ça ou ça ou ça ou ça. D'accord? C'est-à-dire que ses parents ont 40 ans quand ils l'ont. Ils sont ensemble depuis combien de temps? Je vais te dire ça tout de suite. Je me rappelle plus, mais je vais te dire ça tout de suite. Hop, juste Ils ont 30 40 ans, mais s'ils sont secondes. ensemble depuis 2 ans, c'est normal. Ouais, non, non, ils se sont mariés jeunes, hein. Donc, c'est Hmm. pour ça que ça me paraît bizarre que ils soient. Alors, ils se sont mariés en 1919. 20 ans avant. Ouais. 15 ans avant, c'est ça? 15 ans, ok. Donc, il y a plusieurs hypothèses desquelles on va faire plusieurs recherches ou faire plusieurs hypothèses en thérapie. Donc, je commence par les recherches. Ils se marient en 1919. Il faut regarder quels âges ils ont en 1919 quand ils se marient. D'accord? S'ils ne sont pas majeurs, il y a des chances qu'elle ait été enceinte et qu'elle ait perdu son enfant, donc. Parce qu'ils se sont mariés parce qu'elle était enceinte. Donc, poussés par la famille, ils se sont mariés. Euh, Ça, c'est à voir. Après, ils peuvent se marier parfaitement majeurs, plus de 21 ans, je rappelle, c'est quand même l'âge à l'époque. Et à plus de 21 ans, ils se marient, mais ils peuvent se marier aussi parce qu'elle est enceinte. Donc, autour du mariage, il y a peut-être la naissance et le décès, du coup, parce qu'il est peut-être mort-né, d'un enfant mort.
Et là, ça va être dans les communes autour de là où ils se sont mariés, autour de là où ses parents sont nés, là où ses parents vivent à elle, et là où ses parents vivent à lui. Parce qu'elle peut avoir accouché chez les uns, chez les autres. Il y a trois endroits d'accoucher, là où ils vivent ensemble, là où elle vit chez ses parents, là où elle vit chez son mec. Donc ça fait trois communes à chercher. Mais à partir du moment où ils sont mariés, elle peut soit être enceinte, perdre un enfant, soit après, donc de 1919 à 35, elle fait des enfants, elle fait des fausses couches. Là, on n'aura aucune trace. C'est mort. Il n'y a pas d'acte, c'est une fausse couche, c'est pas un enfant mort-né. Il faut que l'enfant soit né à un terme suffisant, qui va être déterminé par la sage-femme. C'est à peu près au-dessus de 6 mois, hein, j'entends. C'est ce que j'ai pu comprendre de côté à l'époque. C'est pas très fixe. Mais à partir du moment où l'enfant est assez gros et formé, on va le déclarer pour qu'il puisse être enterré. En fait, c'est juste ça. Il y a la religion qui va pousser derrière. Et si cette petite âme est née, mais qu'elle est morte, il faut l'enterrer. Et pour l'enterrer, ben, il faut la déclarer parce que l'Église va pouvoir faire la cérémonie que s'il est déclaré. Bref, c'est pas. Après, ils peuvent très bien pas être croyants du tout, faire des fausses couches à 6 mois et puis les enterrer dans le jardin et puis voilà, être un soir à rien. Mais il serait étonnant, effectivement, qu'il n'y ait pas d'autres enfants pendant 15 ans. Sauf, et là on va rentrer dans la partie thérapie, sauf s'ils sont mariés forcés pour les mauvaises raisons, qui ne se supportent pas, que lui va courir ailleurs partout et faire des enfants dans tous les coins, qui ne font pas l'amour parce qu'elle n'a pas envie ou parce qu'il est violent ou parce que je ne sais quoi. Il y a plein de raisons qui sont possibles et imaginables. Et dans ce cas-là, les descendants de ce couple-là vont porter des choses différentes que du drame d'enfants morts, mais vont porter des drames de couple. Mais en tout cas, c'est un signe. Faire les recherches généalogiques pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfant, c'est s'assurer que le couple va pas bien. Ou Alors, qu'elle fait des fausses couches. c'est ça que je me pose comme question, savoir, parce que j'ai cherché un peu de partout, parce que ça fait un petit moment que je suis sur l'arbre, Ouais. depuis qu'on a commencé la formation. Et puis, j'avais beaucoup de choses qui m'avaient déjà été données de la famille, d'un côté famille maternelle comme paternelle. Simplement, là, justement, je me suis efforcée à chercher. Est-ce qu'il faut que je contacte directement les mairies, qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être sur Internet, ou là, pour cette époque-là, je le trouverai forcément sur les registres? Alors, c'est en France ou pas, déjà? Oui, 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 c'est en France, oui. Ok. Donc, si c'est en France, la règle, le tableau que je t'ai présenté fonctionne. Donc, tout ce qui va être trop récent, c'est que dans les mairies. Sauf si le département a fait des tables décennales de décès, en particulier, qui vont te permettre de retrouver dedans. Mais vaut mieux s'adresser aux mairies. D'accord. C'est plus facile, tu casses moins la tête, tu appelles les mairies, et attention, écoutez bien, il y a un sésame pour ouvrir toutes les portes des mairies. Vous présentez en disant bonjour, parce que vous êtes des gens polis. Et vous commencez votre phrase par pour raison médicale, je cherche les actes de décès de tant, tant, tant et tant. Quand vous D'accord. placez pour raison médicale, c'est pas de la généalogie. Ils peuvent pas vous dire non, ils ne peuvent pas vous demander non plus ce que c'est, donc ils se sentent un peu obligés de mettre votre demande sur le haut de la pile. D'accord? Le pour raison médicale, il est juste, parce que c'est vraiment pour faire la thérapie, donc on ne ment pas, c'est médical, quelque part, hein. Et ça va les empêcher de vous envoyer balader en disant ah, c'est de la généalogie, j'ai pas le temps. Parce qu'il faut dire qu'ils sont submergés par des demandes de généalogie, bien sûr, mais il faut dire aussi que c'est nous qui les payons. C'est avec nos impôts, ils travaillent pour nous, et s'ils ont un travail, c'est ben, parce qu'on les paye, et donc ils nous donnent un service. Et voilà, nos impôts servent à payer leur salaire, donc ils sont à notre service, en respectant bien sûr les lois qu'ils ont posées. D'accord? Donc si on est dans la loi, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous répondent pas. Ils n'aiment pas faire des recherches quand on n'a pas de date, bien sûr. Mais Mm. quand vous dites pour raison médicale, je cherche tous les enfants potentiellement nés dans votre commune de 1919 à 1935 avec ce nom-là, de ce père-là et de cette mère-là. En fait, ils ont leur table décennale à fouiller. En fait, ils ont juste à ouvrir les tables décennales, à chercher au nom de famille et à Mm. voir s'il n'y a pas quelque chose qui correspond. C'est ce qu'on ferait nous si on était en ligne. C'est ce qu'on va apprendre à faire nous si on est en ligne. Mm. Mais dans ta question à toi, pas d'enfant pendant 15 ans, ouais, c'est Oui, bizarre. c'est pour ça que je trouve bizarre quand même que j'ai rien trouvé.
et comme on les a pas connus, parce que bah, forcément, ma mère, ses grands-parents sont morts jeunes en plus de ça, Ouais. donc elle les a très peu connus, donc elle se souvient pas. Et pour ma grand-mère, elle est fille unique, voilà, il n'y a rien d'autre de Ouais, ses puis c'est la parents. dernière et unique, hein, c'est sûr. Voilà. Tout à l'heure, dans l'arbre que j'ai montré, le Jean-Pierre, c'est le troisième de la fratrie. Il a vu naître et mourir des enfants quand il avait 4 ans, 6 ans, jusqu'à 12 ans. Il n'en a jamais parlé à sa fille. Mm. Déjà, là, c'est bizarre. Et là, ça signe un gros secret de famille. Mm. Pourquoi il n'en a jamais parlé? Parce que ses parents étaient tellement malheureux de perdre des enfants qu'ils leur ont intimé le silence, même sans Mm. rien dire. Ils n'en parlaient pas eux-mêmes. Donc les enfants, par respect, n'en ont pas parlé aussi en loyauté à leurs parents. Et il faut faire les recherches généalogiques pour dire, mais bon sang, ils en ont perdu 6. En fait, c'était pas 6, c'était 12. C'est énorme. Mm. Même sa fille ne le savait pas. On utilisera cet arbre-là au niveau 3 pour comprendre d'autres choses et interpréter, décoder l'arbre, et vous verrez comme ça peut être vraiment intéressant comme exemple de secret de famille. J'adore cet arbre-là parce que d'abord, il rentre sur très peu de pages pour une présentation et qu'il est très parlant sur plein de choses. Mais c'est d'autant plus où je suis intriguée parce que c'est ma grand-mère qui a Alzheimer et qui a Ouais, perdu, tu sais, une fille aussi, un troisième enfant. Donc je d'accord. suis d'autant plus intriguée de me dire, il y a quand même quelque chose là derrière où à cette époque-là, avoir un enfant qui a 40 ans, c'est quand même pas commun, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas commun. Après, on a plusieurs hypothèses et Mm. moi, j'aime bien que vous reveniez en disant, j'ai fouillé cette commune-là, naissance, décès. Mm. J'ai fouillé cette commune-là, naissance, décès. Celle-ci aussi, il n'y a rien. Là, on est sûr qu'il n'y a pas d'enfant. Du coup, l'hypothèse du couple qui va mal remonte à la surface. Ouais, D'accord? ouais, tout à fait. Mais si elle fait des fausses couches, c'est aussi la deuxième possibilité. Elle peut faire des Mm. tonnes et tonnes de fausses couches. Mm. Ça va rester en parallèle, tu vois. Donc, on va avoir ces deux hypothèses-là, niveau thérapeutique à travailler. Et du coup, suivant ce que tu portes de tel ou tel ancêtre, du père ou de la mère, bah, je pourrais te poser des questions différentes et on pourra travailler différemment. Mm. Mais si C'est on bien. part sur l'hypothèse, ils s'entendent pas bien alors qu'en fait, elle a perdu 4 enfants et qui sont aux archives, non, on peut travailler largement Ouais, différemment. On va ouais, faire tout à un fait. autre conflit. Oui, c'est pour ça que je voulais savoir si le fait que j'avais tout fouiné sur Internet, si c'était suffisant ou s'il fallait que j'aille dans les mairies à En côté fait, fouiner quand tu même, quoi. verras sur Internet, il n'y a pas grand-chose de récent que tu peux Ouais, fouiller, en fait. ouais. Si tu vas trouver tu vas trouver des choses sur des sites communautaires, mais il faut que les gens aient déjà fouillé ta famille, sinon tu n'auras rien. Mm, Donc tu vas trouver des choses sur des sites payants qui ont eux-mêmes épluché les archives, mais eux respectent les règles. Donc mm. moins de 100 ans, tu n'as pas d'infos. Donc là, t'es là-dedans et Oui, parce que j'en ai trouvé en remontant la lignée. ouais. J'ai retrouvé pas mal d'enfants morts dont j'avais pas connaissance. Mais là, sur elle, enfin voilà, sur la lignée de mes grands-parents, c'est compliqué, je trouve rien, quoi. Mais bon, on verra. Mm. En même temps, je ne vais pas en parler tout de suite. Rien. En même temps, rien. Merci Christophe, en tout cas. Avec plaisir. Christophe, Oui, Valérie, ouais. justement, par rapport à ce que vient de dire Céline, Uhum. alors j'ai réussi à avoir déjà des recherches en Espagne sur les actes de naissance et les actes de décès. Ouais. C'était rapide, je n'en reviens pas. Ah ben, Mais bien. en contrepartie, je n'ai pas les prénoms des frères, par exemple, de ma grand-mère. Ma mère ne se souvient pas, donc comment je fais? Ah ben, on Même verra. chose? On verra. Commencez pas à vouloir faire la formation ce soir, c'est pas le moment. C'était que la présentation. Parce que tu as parlé à Céline de comment faire les recherches, donc j'essayais de voir si je Non, pouvais non, avancer. non, j'ai pas dit comment faire la recherche. J'ai parlé de qu'est-ce que ça pouvait vouloir Oui, dire. oui, oui, C'est pas le comment. Le comment, on le verra d'accord, demain, après-demain, sans problème. Mais vous d'accord. rassurez-vous, on fera tout, on verra tout, on prendra le temps de voir vos cas. En fait, je programme 1 heure et demie chaque soir, mais je sais très bien qu'on va déborder. Je ne vais pas faire moins de 10 heures la formation, donc on débordera. Soyez pas prêts de vous coucher. Ça roule. Bon, eh ben, je vais placer ce lien d'inscription sous le Zoom, sous la page Facebook.
Et puis je vous dis à demain pour ceux qui seront là, et puis à mercredi pour ceux qui seront là, et etc., etc. D'accord? Bonne fin de soirée. À bientôt. Merci, Merci, bonne bonne soirée. soirée. Merci beaucoup.